Il est là. Hey! Oh, Youssou. Comment ça va, poto? Bah écoute, super bien, comme un hyperactif confiné. Tu as l'air mieux coiffé que moi. Ouais, enfin bon, je sors de la douche parce que je. Toi, tu es bien, tu es bien. C'est aérien, on va dire que c'est aérien. C'est un peu, on dirait un brocoli, tu vois. Dès que Non, j'ai un mais brocoli sur la tête. ça te va bien, ça va avec ton caractère, tu vois, c'est Tu électrique. m'étonnes. Ça, c'est vraiment la coiffure du on the road again, ça. Ça, c'est quand tu as fait 100 km de pick-up à l'arrière, tu vois. C'est ça. Tu, Attends, hey, tu tu... rigoles. Hey, attends. Hey, sur l'Afrique, on est quand même resté plus de 62 jours. Ouais. J'avais pas cette tête-là, hein. Ici, ça fait 50 jours qu'on est confiné et j'ai cette tête-là. Sur l'Afrique, tu es resté 62 jours. Ouais, c'était énorme, hein. Il y avait 12 étapes, hein, à Ah ouais, l'époque. c'est vrai, c'est vrai. Moi, quand je l'ai fait la première fois, on était resté 45 jours jusqu'à la finale. Ah non, Là, c'était plus que ça. 62 jours, c'était énorme. Donc ça, Parce que c'est saison 7. c'est saison 11. Ah, Attends, non, j'ai fait. Attends. non. C'est en Non, excuse-moi. 2011. C'est en Saison 7 2011. 2011. Voilà. Non, Eh, parce tu que sais, moi, j'ai fait la saison 9. on vieillit, hein. Eh, ouais, j'ai 38 ans maintenant. Attends, j'étais un petit gamin de 29 ans. T'imagines? C'est vrai. Énorme, J'ai hein. l'impression que c'était hier, hein. Donc toi, 2011, Ouais. tu perds en finale face aux amis Jean-Pierre et François. Jean-Pierre. Jean-Pierre et François, exactement. Voilà. Ouais. Ça. Et après, donc 2012, je schématise, hein, 2012, vous revenez Ouais. Comme vous, et vous gagnez, voilà comme nous, mais vous gagnez en finale face à Marcel et Nicole, c'est ça. Et les puis Corses. après, ouais. Et puis après, les Corses, ouais. Après, ils ont fait la Ouais, finale des champions Pékin Express. Et donc, on est ouais. revenu en 2013 pour juste une Mais, semaine. ben oui, Ton, vous êtes ton revenu à Miami, saison. et vous avez affronté Salim Linda face à qui on avait perdu nous. C'est ça. Et donc, nous, on s'est croisés juste avant la finale. Et on s'est croisés Exactement. après la finale contre Salim Et Linda. vous aviez gagné d'ailleurs face à Salim Ouais, Linda. on a gagné, mais alors, on a gagné de, je crois que c'était 50 secondes. C'est un Ah truc de ouais. fou. Sur le Toi, truc tu es quand final à même le seul, Miami. je te coupe, tu es quand même le seul qui a fait une super finale. Ouais, mais attends, parce que quand tu vois Thierry Guillaume, notre producteur favori, fétiche, tu vois, il dit venez à Miami affronter les nouveaux vainqueurs, et puis comme ça on verra si vous êtes toujours les meilleurs des meilleurs. On part à Miami, et là donc on gagne. Alors ce que personne ne sait, et que je vais aujourd'hui le dire, ça c'est un peu les backstage de Pékin Express, Vas-y, balance. c'est qu'en 2014, Pékin Ouais. Express, de nouveau est là, saison 12. Oui, tout à Saison fait. 14, Non, non, 14. Toi, tu embrouilles les années et les saisons. saison 10, saison 10. Et là, Thierry Guillaume nous appelle au mois d'octobre et il dit voilà les gars, est-ce que vous voulez de nouveau remettre votre titre en jeu des meilleurs Non, pour c'est venir, énorme. écoute, pour venir au Sri Lanka contre les vainqueurs. Mais je dis Thierry, je dis entre nous, si on ne vient pas, on est toujours les meilleurs des meilleurs. Mais si on Ouais. vient et qu'on gagne, on est les meilleurs des meilleurs des meilleurs. Des meilleurs. Oui, Mais si on vient et des qu'on ironies. perd, on est toujours les meilleurs des meilleurs, puisqu'on était les meilleurs des meilleurs des meilleurs. Donc je dis, écoute, non. Parce que ça n'a plus aucun sens. Après, Thierry m'a même dit, en fait tu as raison, tout compte fait, de nouveau, nous, on s'est vu avec M6, tout compte fait, c'est pas une bonne idée. Et après, pour la chaîne et pour l'émission, c'était à l'époque où vous étiez en pleine explosion parce que vous avez fait, Ah ouais. on avait connu votre grosse défaite qui avait choqué la France. Attends, après, il y avait des gens qui étaient très heureux pour le binôme d'en Oui, bien face. sûr, ça c'est le jeu. Hein. Mais c'est vrai que vous, le truc que vous ayez, combien vous aviez là? 89 000? 93, 93 000, Voilà, 93 000, eux, ils ont gagné avec 7 000. c'est ça. Et si, ouais, Donc, et donc, et la règle de Pékin Express, tu la connais autant que moi, c'est que ouais. si jamais tu gagnes Pékin Express avec zéro, tu as 10 000. Ouais, Donc, voilà. Alors je trouve que je trouve que c'est joliment fait entre guillemets par la ouais, production. Ça évite peut-être aussi au binôme d'essayer de s'arranger. Tu vois peut-être ce que je veux aussi. te dire? Ouais, c'est vrai. Parce que demain, par exemple moi, cette année, quand je suis face aux filles, on pourrait imaginer qu'on aurait pu, alors que pas du tout, parce que la production leur propose 10 000 euros chacune si elles gagnent avec zéro, je dirais. C'est Donc ça. ça les motive d'aller jusqu'au bout et c'est normal. Enfin, en 2011, j'avais vraiment ce truc d'ouvrir restaurant, tu vois, Ouais, qui était vraiment pour moi, c'était le Graal, le bien sûr. Graal de ma vie. Et donc, quand on perd ça, on pense à la défaite après autant de jours de course. Dieu sait que tout le monde, enfin, nous, on sait que c'est très dur. Et 45, que moi j'ai t'as morflé. Toi, 62. ben, 52 en tout la course, et donc tu as l'impression qu'il tombe, tu vois.
Et quand tu es quasi sûr, parce que quand tu fais la finale, la super finale, tu fais 4 épreuves, tu gagnes les 4 épreuves, il te reste plus que le sprint final, tu as 93 000 autour du cou, et tu te dis que pourquoi on perdrait à ce moment-là? Ouais, Et donc, ouais, c'est ouais. vrai que pendant un an, on a eu mal, tu vois, on s'est dit, putain, bande Ah, tu m'étonnes. d'enfoirés, Jean-Pierre et François, franchement, ils auraient dû attendre, nanana. Et tout compte fait, avec tout le recul qu'on a eu avec Samuel et tout ça, et que tout le monde, quand j'en parle maintenant, je me dis, putain, mais en fait, Jean-Pierre et François, ben, ils ont bien fait parce qu'en fait, après 52 jours de course, tu as la Ouais. pression qui tombe. Tu ne veux qu'une chose, c'est Non, gagner mais Pékin Express. Non, mais Bien sûr, clairement, tu prends le flambeau et clairement. tu Mais l'allumes, moi, quoi. moi, Donc, je les comprends à 1000%. C'est tellement donné, on s'est tellement fait chier, excusez-moi du terme, mais on a tellement transpiré que nous, pour nous, PK Express, il faut le gagner, quoi. je suis entièrement, mais alors à 100% avec toi. Moi, j'ai fait, je crois que je suis plus, je crois, j'ai fait 39 étapes avec French Tour et tout bordel, et Ouais, itinéraire Ruiz. Donc, ouais. on a fait donc, l'Afrique, où on perd en finale. Alors que on s'est dit, nous aussi, ça, que la production avait peut-être tout fait pour qu'on perde. Mais non, Ouais. parce que c'est nous, et on s'en rappelle, je me rappelle, il s'appelle Yvan, il est blond, il est de voiture blanche, on l'attend à Cape T'as Town, traumatisé, lui. il m'a traumatisé parce qu'il me dit, my friend, comme, arrive, tu vas Ouais. me dire, ils arrivent. Je dis, mais parce qu'on devait changer de véhicule avant le sprint final. Et nous, comme des cons, au lieu de faire de véhicule en véhicule, on est resté comme ça, à attendre. Et Ah ouais. ben, les 7 minutes qu'on a perdu, on a perdu la finale. Ah ben voilà. L'année suivante, on fait Pékin Express, Corée du Sud, Philippines, Australie. Donc, de nouveau, on regarde ce qui se passe autour dans la production. On ne voit rien. Nous, après, on fait la super finale, toujours nickel. Et après, nous, on fait itinéraire bis Ouais. pendant 9 étapes. Et là, on a le visuel sur ce qui se passe sur la course. Et je peux te dire que quand tu vois les binômes courir partout, Ah oui. ben, tu comprends que nous, on était comme ça aussi. Bien sûr. Tu ne penses qu'à ça, en fait. C'est ça, quand Stéphane te dit 3, 2, 1, partez, ben, tu pars comme un. Mais en tout cas, il y a des choses qui ont changé depuis ton époque, notre époque que j'ai connue, voilà, 2011-2013. Les choses, elles ont changé sur Pékin Express, c'est-à-dire que ça se déroule de manière différente. À l'époque, entre les étapes, on était, rappelle-toi, à la fin d'étape, on était logé, enfin les jours off, on était logé dans des terre-pleins avec un réchaud, un sac de pommes de terre, débrouille-toi. Maintenant, Terrible. ils font un peu plus attention aux candidats, parce que c'est vrai que c'était hard quand même à l'époque. Et tu sais que moi, en 2011, je vais encore révéler un truc. Hein. Tu sais qu'en 2011, ça, si Jean-Pierre écoute maintenant, il va dire que j'ai raison. On a fait une grève. Hein. Ah ouais, On était logé dans un endroit, c'était au Kenya, je pense. ouais, Putain, mais c'était une ouais, catastrophe. ouais, ouais, J'aurais ouais. mieux aimé dormir avec des girafes ou des cochons que dormir là où on était. Tellement c'était. Nous, on a refusé un camp en 2013. Ah ben nous aussi. Voilà, on Ben, l'a nous aussi. refusé. En 2011, pareil. C'était catastrophique, quoi. Et Au, parce au que voilà, Mex- les au conditions étaient Mexique, vraiment extrêmes. au Mexique, parce que c'était dangereux, on entendait des sirènes de tous les côtés. Nous, avec Salim, on s'est un peu écarté du camp, mais écarté, on a fait 100 mètres. Hein. Il y a des mecs qui sont arrivés, qui nous ont fait comme ça. Hey, gringo! Ils croyaient qu'on était des Américains. Ils nous ont fait comme ça. Tu vois, on reste pas là, on va se faire planter cette nuit. Et du coup, la production, ils nous ont bougé parce qu'ils ont senti que c'était chaud eux aussi, tu vois. Moi, cette année, j'ai été même un peu gêné parce que il y avait des candidats qui avaient fait la saison l'année dernière, par exemple les bûcherons. Pour eux, la normalité, c'est ça. Moi, quand je suis arrivé, qu'au deuxième jour de l'étape, au troisième jour de l'étape, ils me foutent dans un hôtel, j'ai pas compris. Ouais, c'est ça, ouais, c'est vrai. J'ai Ouais, dit, attends, mais qu'est-ce que vous faites là? Pour moi, ils allaient me donner un sac de pommes de terre et de carottes, on allait se faire cuire dans un réchaud sur un terre-plein avec des tentes. tu sais, nous, quand on a fait l'Afrique, donc on a commencé en Égypte, et c'était la révolution en Égypte. Mais je peux te dire qu'on a dû dormir, nous, dans des auberges de jeunesse, parce qu'en fait, on ne pouvait pas dormir chez l'habitant. C'est-à-dire qu'on avait Ah un oui, guide avec nous qui avait un fusil mitrailleur, et on devait dormir absolument dans les auberges. Mais des bien sûr. auberges, des Ouais, chaud, cafards, des chaud, cafards chaud. comme ma tête. Des Ah cafards comme ouais, ma tête, chaud. imagine les pattes. Hein. Nous, avec Julie en 2013, on est logé dans un champ mexicain où le mec qui cultive les feuilles de tabac. Il nous dit on vous prend, mais on va vous mettre dans le hangar. Et en fait, le hangar, c'était l'endroit où il faisait sécher toutes les feuilles de tabac qu'il mettait dans des sacs en toile de jute Oh putain. et qui stockait là-bas. Et les mecs, ils arrivent et ils nous disent écoutez, nous, on vous loge, mais on vous met là, on ne peut pas en mettre à la maison, c'est trop petit. Donc, ils nous mettent deux hamacs collés dans un endroit. Bon, c'était un hangar, hein, le sol c'était de la terre et tout, donc c'était chaud. Hein. Mais bon, je dis à Julie, il fait nuit, on va pas trouver, on reste là, il est déjà tard. Bon, je te la fais courte. Dans la nuit, donc je dors avec la lampe allumée parce que ça grinçait de tous les côtés. On était dans un hangar et toute la nuit, on entendait. J'ai déjà eu Donc, ça aussi.
Donc, tu vois, on s'est dit, c'est des rats. Ça encore, bon, voilà, ça peut exister. Enfin, il peut l'avoir, c'est des rats, tout ça. Et en fait, moi, dans la nuit, je me suis levé et je cherchais le bruit. Et en fait, le bruit, il résonnait dans tout le hangar. Le hangar, il devait faire genre 150 mètres carrés. Ça résonnait à l'intérieur, mais de plus en plus, comme si ça se répondait, tu vois. Est-ce que tu sais ce que c'était? Si je te le dis maintenant, j'ai encore la chair de poule. Ah, C'était la nuit, au Mexique, il y a des araignées, des espèces de migales qui cherchent l'humidité, non. d'accord? Et donc la nuit, elles rentraient dans le hangar pour se mettre dans les sacs de tabac qui contenaient de l'humidité. Et tous ces bruits-là, c'était le bruit des araignées qui se frottaient les pattes comme ça. Oh Mais, putain. mais un bruit à te Ça refroidir. me dégage des frissons. Mais moi, mais attends, je t'en parle, j'ai des frissons. Même nous, la, la nuit, on ne le savait pas, nous. C'est-à-dire que pour moi, c'était des rongeurs. Putain, tu m'étonnes. C'est le lendemain matin, le propriétaire qui nous a expliqué, mais lui, d'une manière, oh, c'est rien, c'est les migales. Je dis, quoi? Attends, mais si Karim et Leïla me regardent maintenant, je vais te dire un truc que personne ne sait, c'est un truc de malade. Oh, putain, mais ce soir, on a que des news. Hein. Attends, 2011, d'accord? Saison 7, Pékin Express, et j'y suis. Quatrième étape, on va chez les Masai Mara faire un safari. Et ensuite, quand on revient des Masai Mara, on arrive à Narok, dans le village de Narok. Et là, on met les binômes séparés. Samuel Ouais. avec Ingrid et moi, je pars avec Karim. On est dans un camion qui livre la nourriture. Et ensuite, on rentre dans le camion. Le mec nous dit, laissez les portes ouvertes. Parce que, voilà, comme ça, au moins, quand vous voulez partir, vous toquez à la benne et vous sortez. Sauf que, il y avait tellement de la poussière, tu sais, au Kenya, il y a du rouge, la terre Ouais. rouge. Donc, Ouais, ça ouais. refoulait dans le camion. Il y avait des pâtes, il y avait du beurre dans le camion. Je dis à Karim, écoute, on est en train de foutre de la poussière partout dans le camion, donc fermons les portes. On ferme les portes, et là, Karim, j'entends mais un bruit. Putain, c'est quoi ça? J'ouvre la porte, putain, le mec, il s'était assis sur une meule de beurre de 10 kilos. Il avait du beurre collé partout sur les fesses, sur le dos. Il prenait le beurre, il le lançait dans le camion. La poussière qui refoulait, ça collait sur son beurre, sur sa tête. Ah, Le mec magnifique. s'arrête. Le mec s'arrête, on sort de la benne, il regarde Karim, il regarde dans le camion, il dit Where is my butter? Il avait du beurre partout. Le mec nous a laissé là dans la pampa au Kenya. On a trouvé un petit village avec un chef du village qui lui manquait un œil. On a dormi là, et là l'histoire commence, je vais la faire courte aussi. On rentre et le mec du village te dit les gars, vous dormez ici, fermez la porte avec un cadenas et ne sortez pas le soir. Ok. Alors, déjà, ils te mettent la pression. La pression déjà. Déjà la pression. On avait des biscuits Marie, je me rappelle, c'était des biscuits comme ça ronds qui s'appelaient Marie, avec des bananes, et on avait une petite lampe comme ça. La nuit tombe, et là, on entend des bruits bizarres. Putain, on allume la lampe, les biscuits Marie étaient en 1000 morceaux, en miettes. Je dis, Ah ouais. quoi ça? J'ai dit, il y a des rats, il y a des rats dans la maison. J'ai dit, Karim, je suis pas bien. Moi, j'avais déjà la trouille à mort. Je me mets dans mon fauteuil, lui l'ancien, à 2 mètres de distance. Et donc, du coup, donc on ferme les lampes. Et là, je te promets, et je te jure, il y a une frisson. Il y a quelqu'un qui me pince mes orteils. Oh, Je, putain. je me réveille. Putain, Karim, il y a un mec qui m'a passé les orteils. Je dis, putain, il doit arrêter conneries. On rallume la lampe, on met comme toi la lampe frontale. Il dit, une des autres, tu me fous les boules, qui me dit, arrête tes conneries maintenant, il n'y a personne. Je dis, putain, Karim, je te jure qu'il y a quelqu'un. On se rendort. Karim se réveille comme un fou. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? On vient de me taper avec un bâton et j'ai touché le bâton avec ma main et le bâton est parti. Oh, putain. J'entends, écoute, il faisait tout noir. J'entends un déram, enfin, un boom dans la garde-robe. Je dis, putain, on allume la lampe, on regarde dans la chambre, rien. On ouvre la garde-robe, rien. On fouille partout dans la garde-robe. Je te promets, on ne trouve rien dans la chambre. On retire la garde-robe, je te promets, Denis, je vous promets à tous, hein, que c'est la vérité, ce que j'ai chair de poule tellement, c'est incroyable. On trouve un bâton derrière la garde-robe. Derrière. On n'a pas dormi de la nuit. Karim et moi, on a dormi collés serrés, tous les deux comme ça, comme mari et femme, tellement on avait peur. Le lendemain, le mec arrive, il ouvre la porte, on tire le cadenas, il ouvre la porte. Je dis, my friend, je n'ai pas dormi de la nuit en anglais, c'est mon franglais. Hein, donc, Ouais, je le mène. Moi, j'ai le franc-corse anglais. C'est encore pire. Et donc, je lui dis, my friend, c'est quoi ça? Je lui dis. Je lui montre le bâton. Il me regarde, il me dit, my friend, c'est quoi ça? T'as trouvé ça où? Il me dit. Ben, j'ai trouvé ça ici. This is a bâton Maasai, spirit Maasai. Je dis, putain. Toute la nuit, il y avait un esprit par un esprit Maasai dans la nuit. Et ben, tu sais quoi, j'y crois. Non, mais attends, là-dessus, voilà, il y a plusieurs écoles, je veux bien y croire. Mais non, mais après, voilà, c'est incroyable ce que tu nous racontes là. Ça, c'est une grosse histoire. Moi, j'en ai une avec Jando.
Donc, 2013, je perds en finale avec Julie. 2014, je refais Pékin Express, un concept un peu différent. Ils appellent un ancien avec un nouveau. Et dans les anciens, ils nous ont rappelé à nous. Et à nous, ils me demandent à moi. Tu vois. Puis ils ont gardé Jando. Bon, Jando, son profil, c'est sûr que Thierry l'a adoré. Jando, c'est mon ami d'enfance. C'est quelqu'un de très, très, très maniaque et quelqu'un qui n'est pas du tout fait pour l'aventure. Et si tu veux, Thierry, quand il a vu ça, enfin la production, quand ils ont vu ça, ils se sont dit, Denis, il va péter un câble, on se régale. Donc, ils ont pris Jando, et j'étais content, tu vois. Premier jour d'étape avec Jando, donc on fait Birmanie, Inde, Sri Lanka. On est en Birmanie, premier véhicule qu'on prend, d'accord? Premier véhicule. C'est un camion Ben, et le camion, pour monter, il fallait grimper dessus. Et si tu veux, on monte, lui et moi, tellement contents, parce que ça faisait 20 minutes qu'on cherchait une voiture, c'est notre première voiture. Et quand on monte, simultanément, on saute dedans, on saute comme ça dedans, et quand on saute dedans, le premier camion, c'était un camion rempli de fumier. Oh putain. Et donc on est avec Jando, on a le fumier jusqu'au genou. Et Jando, premier véhicule qu'il prend, c'est dans un camion rempli de merde, excusez-moi. Mais... Et là, il commence déjà à péter un câble, en disant je vais arrêter, si tu crois que je vais faire ça, c'est n'importe quoi, tout ça. Donc ça, déjà, c'était marrant. Pour te raconter une histoire qui ressemble à la tienne, on est en Birmanie. Ça, c'est marrant. Attention. On est en Birmanie. Et en Birmanie, bien sûr, bon, ils sont hindouistes. Ouais, ça, c'est clair, ouais. Et donc, il faut faire attention. Quand tu te couches chez les gens là-bas, il faut jamais que tu te couches les pieds vers la statue de Bouddha, tu vois. Ouais, c'est un manque de respect. Ouais. C'est toujours la tête vers Bouddha et non jamais les pieds. Donc, quand on comprend ça, et donc, ils nous installent à la maison, par terre, avec un petit drap. Tu vois, c'était vraiment pas de matelas, bien sûr. Et donc, nous, on s'installe et on voit un vieux monsieur, mais qui a 90 ans, mais qui était très énergique, qui installe un hamac au-dessus des 2 draps qu'on a mis par terre pour dormir. Et donc, il est chez lui, on n'osait rien dire. Et donc, bon, on dit rien. Nous, le soir, on va se coucher. Très gentils, les gens. Et donc, on s'installe sur les deux draps. Et le mec, il vient plus tard que nous. Et en fait, il monte dans le hamac. Le hamac s'affaisse sur nos têtes comme ça. Donc, nous, on est couchés. Et le hamac, il arrive comme ça. Et le mec, au-dessus de nos têtes, 90 balais. Il ronflait comme une moissonneuse-batteuse. On avait l'impression de dormir. C'était un truc de fou. Et puis, dans la nuit, donc nous, on n'arrivait pas à dormir, on rigolait, tu vois. Dans la nuit, le mec, il commence à lâcher des paix. Oh putain. Mais le problème, c'est qu'on avait la tête au-dessus de nous, tu vois. Jando délicat, avec le vieux birman qui nous pétait dessus. Mais la scène, elle est incroyable. Puis moi, à 3 heures, je me réveille et j'entends un bruit. Malgré les ronflements, j'entends un bruit bizarre. Et j'allume la lampe frontale, parce que je dormais avec la lampe frontale. J'allume comme ça, et je vois une poutre, la poutre de la charpente au-dessus de nous, et je vois de la poutre pendre une queue, mais un truc, je te jure, ça faisait la taille de mon avant-bras. Et à la base, la queue, elle était épaisse comme ça. C'est quoi? Moi, je me dis, c'est pas possible, il n'y a pas de castor. On aurait dit une queue de castor. Il n'y a pas de castor en Birmanie, tu vois. Et en fait, c'était des rats, mais les rats, comme ça. Non, mais c'était des rats mutants. C'est-à-dire que c'était pas possible, quoi. Les rats, c'était des chiens. Ils étaient grands comme des teckels. Mais énormes. Et on entendait les pas du rat sur la poutre. Ah oui, oui. C'est comme les renards volants en Philippines. Hein. Les renards volants. Les renards. Mais, tu connais pas les renards volants? Les renards volants. Je connaissais pas les renards. Ben, t'as les renards. T'as les renards. Non, ça, c'est des mutants. C'est Schneider dans Tortue Ninja. Et t'as des chauves-souris, mais t'as des renards volants qui vivent dans le sud des Philippines. Et l'envergure des renards volants peut faire jusqu'à 1,50 m. Mais ils ont la tête d'une chauve-souris. Et quand tu tapes, écoutez-moi qui écoutez. Le renard volant à tête de chauve-souris. Renard volant sur Google, vous allez voir. C'est juste incroyable. À partir le lendemain matin, Attends, je te coupe, poteau. En dessous, il y a quelqu'un qui a commenté très justement, est-ce que c'était pas des écureuils volants? Non. Mais non. Non, parce que l'écureuil volant, je connais. Le renard, poteau, si je vois traverser un renard en train de voler par la fenêtre, je te jure que je me prends l'attention. Attends. Je prends le test. Hein. Franchement, je connaissais pas. Regarde. C'est un renard volant. Montre. Attends, me baisse la caméra. Mais c'est une chauve-souris énorme.
Ça s'appelle un renard volant. Regarde. Ah, c'est marqué renard volant. Renard volant des Philippines. Ah ben d'accord, ben autant pour moi. Autant pour moi. Et Voilà. ça, mon gars, c'est un truc de malade. Et donc, tu te rappelles de la jarre sur la tête, là? On dirait une gargouille, on dirait. Tu sais, une gargouille de. C'est ça, quoi. Ouais. Et donc, ils me foutent dans une tente tout seul. Et donc, c'était dans un parc. Et ils me disent, voilà, écoute, t'as tenu trop longtemps la jarre sur la tête. Donc, maintenant, il fait nuit. On repartira demain matin. D'accord? Et donc, ils mettent avec un réchaud, du riz et dans une tente. Et là, ils mettent un guide. Et le guide, il s'appelle Innocent. Et donc, je dors là. Et le guide me dit, my friend, tu rentres dans la tente. Tu ne ressors plus jusqu'à ce temps que le soleil se lève. Parce qu'il me dit araignée, scorpion et plein d'animaux différents. Et lions, il y en a. Je dis, c'est quoi ce bordel ici? Moi, imagine-toi, après 4h47, j'ai la nuque qui est fracassée. Je ne sais même plus bouger ma colonne vertébrale. Et donc, je rentre dans la tente. Et là, à 5h du matin, il fait encore nuit. J'ai envie de faire pipi, j'ai envie de pisser. Alors, comme pas possible. Et je dis, mais qu'est-ce que je fais? Comment je fais? Alors, je dis, si je sors dehors à pieds nus, je vais me faire bouffer par un scorpion ou des araignées. Donc, je mets les genoux dans la tente, j'ouvre la tirette. Ouais, et tu pisses dans la tente. Je pisse mes genoux dans la tente et pipi à côté, quoi, sur l'herbe. Ouais. Et là, c'est catastrophique, je m'en fous partout. Donc, du coup, je sors, je m'en fous, je sors. 5h15, 5h20, je sors, il fait plus ou moins, le soleil se lève. Et là, je fais pipi comme ça. Et je sens une présence, mais sérieux, les gars, j'ai frisson, regarde. Je sens une présence derrière moi. Tu vas encore nous faire un truc de fantôme, là? Non, je sens une présence derrière moi. Je dis, c'est quoi ce bordel? J'ai la nuque coincée, imagine-toi. Parce que 4h45 avec une jarre de 12 kilos sur la tête, je peux te dire que j'ai la nuque coincée. Ah oui. Je me retourne, comme ça, avec le zizi en main, on va dire. Quand je me retourne comme ça, je dis putain. Et là, mon gars, 2 lionnes et un lion à 25 mètres de moi, comme ça, qui me regardent, comme ça. Et là, je vois le guide qui est au-dessus. Là, là, à ce moment-là, tu as rangé le bordel quand même. Ah ben, je peux te dire que c'était coupé. Hein. Pipi fini, terminé. Hein. Ah, je peux te dire que là, range les manettes. Hein. je vois le guide au-dessus et je dis, mais qu'est-ce que je fais? Je crie ou je crie pas? Si je crie, ils vont me bouffer. Si je ne crie pas, je vais quand même me faire bouffer. Donc j'étais innocent, please my friend, innocent. Le mec, il se lève, il voit les 2 lions et le lion et il avait un taser électrique et il fait aller de loin son taser qui fait ta 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 ta. Ouais, pour les effets. Et il se barre. Le mec arrive près de moi, je commence à l'engueuler comme un chien de tous les noms. Mais de tous les noms. C'est honteux. Il dit, my friend, le lion est venu vers 1h du matin parce que ta tente, elle est verte, green tente, je sais pas ce qu'il me raconte, et il est venu tourner autour. Quand Julie Grandjean est venue me rechercher, je l'ai traité de tous les noms. Si jamais tu m'étonnes. J'ai été effrayé à un point. Bien sûr. Tu peux pas t'imaginer. Et quand je parle de ça, je vois encore ces 2 lions et ce lion qui me regardent comme ça. J'ai vu, il y a une question. Il y a quelqu'un qui a parlé des iguanes. Et là, juste en dessous, moi j'ai une anecdote sur les iguanes avec Julie. Donc, on est au Mexique, on traverse une région, le Yucatan. Elle nous apporte dans un marché et on va au marché. Quand on va au marché, on voit plein d'iguanes, mais des iguanes énormes, des trucs qui font 1,50 m dans des cages. Et on arrive chez un marchand, et là, il arrive un truc, c'est-à-dire qu'il y avait dans ce stand, il y avait 3 personnes, mais les 3 personnes étaient complètement difformes. C'est-à-dire qu'ils avaient des têtes, même eux, ils avaient des têtes d'iguane, mais ça faisait peur. C'est bizarre, ça. Non, mais très bizarre, ils avaient la tête difforme et tout. Ils nous souriaient, et quand ils nous ont souri, ils nous ont fait peur. Tu vois. Tellement que notre journaliste, Tiffen, si elle nous regarde, elle pourra le confirmer, elle s'est mise à pleurer de peur de ces personnes. Sérieux? Ouais, elles étaient difformes. On aurait dit que, je sais pas comment t'expliquer, on aurait dit qu'ils avaient été touchés par un truc radioactif. Complètement difforme. Mais c'était des monstres. Et quand on arrive, ils prennent un iguane qui sort de la cage. L'iguane, il faut savoir que ça a une queue, ils s'en servent pour fouetter. Et il prend l'iguane par la tête comme ça, ou la gueule comme ça, on aurait dit un crocodile. Hein. Il prend l'iguane, il la pose sur un bio de boucher. Elle sort une machette devant nous. Hein. Elle sort une machette, elle coupe la tête de l'iguane devant nous. C'est là que Tiffen, elle craque, elle se met à pleurer, elle s'en va, la journaliste. Putain, et nous, on reste avec Julie qui s'accrochait à moi. Moi, je regarde, mais bon, je n'étais pas fier. Hein. Et quand il tranche la tête de l'iguane qui tombe par terre, les yeux ouverts, en train de continuer à ouvrir la gueule comme ça. C'est dégueulasse, c'est de fou, ça. Non, mais incroyable. Et elle prend l'iguane, elle prend un verre, elle presse l'iguane dans le verre pour faire couler le sang. Wow. Et elle me tend le verre et elle me dit fuerte. Et c'était la tradition là-bas pour accueillir les étrangers de boire un verre de sang d'iguane
qui était fraîchement tué. Donc, elle me donne le verre que je prends à la main avec la tête de l'iguane qui ouvrait les yeux et la bouche encore au sol. Et moi, je vais t'expliquer. Moi, à ce niveau-là, il n'y a pas grand-chose qui m'effraie, hein. C'est-à-dire que moi, Mais tu sais, mais mais tu je ne l'ai sais, pas fait. Mais non, mais je lui ai tendu le verre, je dis non, excusez-moi, mais ça, fouette, c'est pas c'est fouette, chaud. c'est pas possible. C'est chaud, hein. Et tu sais qu'en Afrique, au Kenya, devant nous, il tire avec une flèche dans Voilà, l'artère j'ai fémorale vu ça. de la Il vache. pompe du sang de la vache qui Et, garde vivante d'ailleurs. et oui, parce que c'est sacré chez eux, la vache. Ouais, Mais ils boivent leur sang chaud, tu imagines un peu le truc ouais, de je fou, sais. quoi. C'est un truc de malade. Mais c'est vrai que quand tu fais une aventure comme ça, après, t'as plus rien qui te fait peur parce que t'as tout vu, enfin, t'as pas tout vu, mais t'as vu beaucoup de choses qui ne sont pas dans tes cordes. Ça veut dire que Exactement. tu n'y crois Après, pas, c'est ça. culturel. Moi je reviens, voilà, je parlais de ça comme toi, pareil, on parle de ça. Moi, je juge pas, c'est culturel. Mais c'est vrai que nous, occidentaux, quand on arrive, c'est choquant. En Corée du Sud, à Séoul, à la première étape, deuxième étape, on a dû manger. La tradition, c'était quoi? C'était que là-bas, en fait, ils mangent des poulpes vivants, mais pas des poulpes Ah, morts. ça, c'est horrible, ça. On arrive sur une épreuve, il y avait Oh. 3 poulpes dans un Non, bol. ça, tu vois, moi, je pourrais pas. Pourtant, j'ai peur de rien là-dessus. Les gens vont rigoler parce que c'était pour gagner le fameux truc chez les moines bouddhistes qui nous frappent Ouais, dessus là, avec les bambous. ouais. On a gagné cette épreuve-là parce qu'on a mangé ces poulpes-là en vitesse et on est parti en stop. Mais on arrive sur le marché, la femme me dit, tu manges le poulpe, mais vivant. Mais je dis, madame, excuse-moi, mais comment voulez-vous que je mange le poulpe vivant? Ouais. D'abord, tu dois avaler la tête Mais je me rappelle de ça. et faire passer la tête. Sauf que, ce qu'on ne voit pas sur la caméra, elle descend ici, mais le poulpe, vu qu'il est vivant, les pattes, enfin les tentacules Tentacule. remontent et elles viennent t'accrocher les dents. Mais c'est horrible. Donc, C'est horrible ce que tu me racontes. la tête remonte, le corps remonte et il reste Non, mais là. tu l'as même pas croqué pour le tuer, entre guillemets. Attends. Et après, la femme, elle nous disait, croquez, 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 croquez. Et on était comme ça. Ah, Et quelle on horreur. nous voit en train de croquer les pattes, les tentacules du poulpe pour qu'il descende, quoi. Mais tu vois, on ne critique pas ça, mais Non, mais c'est c'est fou. juste incroyable. Et au Kenya, nous, ce qu'on a mangé, c'était, enfin, les pattes de poulet, ça passe. Les criquets, ça passe. Mais on a mangé un viscère de vache cautorisée, Ouais. tu vois, Ouais, chaque nous aussi, on a côté. bouffé ça. Et quand tu croques ça, t'as la Des mer qui tripes. coule. Ouais, Ah, je sais. mais c'est dégueulasse. Mais Je sais. quand nous, on repart en stop et que je me mets à l'arrière du véhicule avec Samuel et que je prends la carte pour partir sur le village de Nairobi, ouais, et que je montre au mec, my friend, please go to là-bas, go to there. Le mec, il se retourne, il dit, oh my friend, what is it? Tellement, Tu te tellement la merde de la bouche. C'est culturel, voilà, c'est culturel. culturel, mais En Inde, avec Jando. Alors ça aussi, c'est marrant, ça. On gagne un jeu. Non, c'était un jeu. Les 3 premiers avaient droit de partir passer une nuit dans un village très typique d'Inde, qui est dans les hauteurs dans les montagnes en Inde, où il vit un peuple, une communauté très spéciale, qui a été chassée de l'Inde pendant des siècles et des siècles. Mais Amen, ils restent en Inde, ouais. amen. Et, et en fait, ils n'ont pas des têtes d'hindous, d'indiens. Ils ont un peu des têtes de mongols, tu vois, comme en Mongolie. Ils ont des têtes rondes avec les yeux un peu plissés. Alors qu'ils sont complètement indiens, mais c'est une communauté un peu spéciale. Je sais plus, le nom m'échappe. Mais bon, on va dans ce village qui est magnifique. Et pour nous accueillir, ils nous accueillent comme des hôtes des hôtes de qualité. Ils font des combats. Alors même les combats, c'était un mélange de sumotori avec de la lutte. C'était impressionnant. Et on avait regardé ça. Vraiment. Bon, ils nous accueillent comme ça, c'est la fête dans le village pour nous accueillir. Et puis le soir, on mange. Et quand on mange, en fait, ils mangent tous ensemble. Ils prennent des écorces d'arbres qu'ils posent par terre. Et c'est rempli de riz avec une sauce au curry très pimentée. C'est un curry indien jaune, mais c'est du feu, c'est immangeable. Et il y avait de la viande en sauce, comme un ragoût, tu vois. Donc nous, devant nous, on avait, t'imagines avec Jean-Do qui était délicat, on avait une écorce d'arbre énorme où on était 20 autour à manger avec les mains dedans. Donc Jean-Do, je me rappelle très bien, Jean-Do, il se faisait des petits périmètres avec les doigts pour pas que les mecs mettent la main dedans. Et quand les mecs mettaient la main, ils disaient non, non, ça c'est à moi, tu vois. Et on mangeait chacun notre périmètre parce que le mec, il te bouffe le morceau que tu as dans la bouche presque, tu vois. Bon, enfin, et on mange, on mange, on mange. Alors c'était immangeable, c'était du feu. Pourtant, on crevait la dalle, hein. Franchement, on avait la dalle, dalle, dalle. Mais on mangeait, mais c'était du feu. On avait la bouche qui enflait, on aurait dit des babouins. On était comme ça. Et tellement qu'on avait faim, on s'est jeté là-dessus, mais on ne pouvait pas le manger tellement que Ah, c'était tu fort. m'étonnes, mais c'était Et horrible. donc, on s'est jeté sur la viande. La viande, on la prend, et puis on commence à la manger avec Jean-Do. Bien. Et on commence à se regarder, tu vois. Et à côté de moi, il y avait un Indien.
qui était sympa, un jeune, tu vois. Il parlait pas anglais, tout ça, donc j'essayais de communiquer. Et donc, je parlais avec lui, et j'ai dit, it's good, hein. Et j'ai la viande, j'ai dit, la viande, it's a côte. Alors, je faisais la poule comme ça. Chicken, ouais, c'est ça. Je voyais que c'était pas du poulet, tu vois. Et lui, il me faisait, non. Et j'ai dit, la viande, je faisais le cochon, tu vois. Lui, il faisait, non. Et puis, je regarde, je Chien. dis, c'est Non. pas de la vache, parce que la vache, elle est sacrée, il la mange pas. J'ai dit, après, je faisais, c'est je faisais, c'est la chèvre, ou Y a peut-être le pas. bouc, tu vois. Ah, non, c'est ta... Lui, il fait, non. Tu me fais peur, là. T'as mangé du chien, je Et parie. puis là, je regarde, et en Inde, les rues sont infestées de chiens. Ah, putain. T'as Et mangé là, du je chien. vois là, Jean-Do, il a le morceau comme ça. Il avale pas, hein. Il attend que le mec finisse de parler. Quelle horreur. Et il y a un chien qui passe. Et moi, je regarde le mec et je fais waf waf. Et moi, je fais ouais, ouais. Oh, putain, quelle horreur. Ah, Putain, putain, c'est on horrible. était en train de bouffer du chien. Et Jean-Do, il a pété un câble. Ouais, vous Mais croyez tu que sais, je croyais que je fais Fear Factor ou quoi? Je suis venu pour faire Pékin Express, pas Fear Factor. Vous m'avez fait bouffer du chien. Si ouais, je suis malade, je vous bute et tout. Mais il a mais si les pété gens un mangent câble. ça, si les gens mangent ça, tu vois, c'est ça le truc aussi, hein. Tu sais, Ouais, mais c'est moi, ça. si tu veux, moi, je pars du principe qu'ils le mangent eux. Alors, bien sûr, Oui. tu te dis, c'est pas possible, le chien, quoi. Mais s'il le mange eux, je peux le manger moi. Tout est comestible. Alors, c'est impensable, parce que c'est impensable de bouffer un chien pour moi. Non, 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 c'est Mais, clair, d'accord. Hein. mais on est rentré, et le soir, quand on est rentré se coucher chez l'habitant, au-dessus de notre couche, il y avait des guirlandes avec de la corde, Avec des chiens pendus. avec des crânes de chiens. Ah, mais oui, mais comme en Australie, hein. Ah ouais, c'est terrible. Ah ouais, ouais. Ah ouais, c'est terrible. Hein. Mais hey, non, mais il y a des trucs comme ça, c'est marrant Mais parce que. voilà, mais en même temps, les chiens. Alors, ce qui est fou, c'est que les chiens sont aussi des animaux de compagnie. Oui, je sais bien. Mais c'est comme si nous, on les bouffait, quoi. Tu vois, je veux Mais, dire, non, mais je veux dire, si demain ils prenaient ça comme du bétail, mais non, eux, c'est des animaux de compagnie, les gamins jouent avec, mais après, ils tu peuvent te les rends compte, bouffer. c'est dingue. Ah ouais, c'est fou. Hein. Ah ouais, ouais. Mais ce qui est marrant, c'est à chaque fois que tu racontes une anecdote hors tournage, chaque fois, je pense à un truc aussi, parce que tu vois, les gens, ce qu'ils veulent, c'est de savoir aussi ce qui se passe derrière tout ça. Et je peux vous dire un truc de malade, parce que tu parles de mains et tout ça, manger avec les mains. Ouais. C'est qu'on était à Zanzibar, donc toujours en Afrique, et on devait partir en course pour la 8e étape, c'est ça, voilà. Et donc, du coup, je dis à Stéphane Rothenberg, tout le monde le dit, écoutez les gars, ça fait. Parce qu'il faut savoir qu'en Afrique, on a mangé pas grand chose, mais ce qu'on mangeait, c'était vraiment. Ça passait vraiment directement, tu vois. Donc, on a eu la Ouais. tourista tous pendant au moins 35 jours. Et arrivé à Zanzibar, tout le monde était malade. Donc, Karim, Leïla, tout le monde. Et donc, on dit, écoutez, Thierry et Stéphane, est-ce qu'on peut prendre juste 10 minutes avant de partir en course, s'il vous plaît, parce qu'on doit aller à la toilette, quoi, aux toilettes. Eh oui. Et donc, du coup, il dit, écoutez, les gars, il y a justement une grande bibliothèque. Donc, allez-y, à la toilette, en dessous, machin. On rentre dans la bibliothèque avec Karim, encore avec Karim. Et là, le mec nous dit, c'est en bas, descendez en bas dans les toilettes. Et on se dit, putain, mais ça va être nickel, tu vois. Et on arrive là, bah, je te dis pas tout, hein. Donc, tourista, Ouais, imaginez. ouais, ah bah oui, la Hop, on base. arrive, toilette, je mes portes, boum, terminé, rangé. Et là, je dis à Karim, excuse-moi, Karim, de te déranger, mais est-ce que tu vois du papier WC? Il dit, non. J'ai purée, merde. Attends, excuse-moi, du papier quoi? WC, WC, WC. Oui, c'est, ok, ok, Papier cul, quoi. ok, Ah, c'est bon. ok, voilà, Hey, là on se comprend. I am belge. Hein. Eh oui, j'ai compris. Et donc, il dit, écoute Ludo, à mon avis, il n'y a pas de papier cul. Le seul truc qu'il y a, c'est à ta droite, regarde, il y a un bidon. Je regarde. Il y a Et là, trois coquillages. un gros coquillage. Non, c'était un bidon bleu de 200 litres. J'ouvre le couvercle et là, l'eau était brune. Alors, désolé si vous passez à table, bon appétit. Et Ah, l'eau il était se brune. lavait comme ça directement. Comme une espèce de canari jaune, tu sais, qui se lave les pépettes là. Comme ça. Ouais. Et donc, ce qu'on fait, bah, je fais quoi? Je dis à Karim, écoute Karim, tu sors des toilettes, tu regardes si il y a quelqu'un dans la pièce, parce que j'ai remarqué qu'il y avait un évier dans le couloir. Tu sais quoi? Je vais vous avouer à tout le monde, j'ai couru cul nu jusqu'à l'évier et je me suis lavé de pépette à l'évier. Eh oui, mais tu es obligé. Mais qu'est-ce que tu veux faire? Eh oui, mais Et tu es toi, obligé. Après, les histoires de pipi caca sur PK Express, on a tous des anecdotes de fous parce que quand tu es en aventure et quand tu es en voyage extrême comme ça, tu reviens vite à des bases assez manger, pipi, caca, quoi. Parce que les gens, il y avait certains binômes que je comprends aussi parce que c'est choquant, qui disent ouais, moi je peux pas faire ça, tout ça. Et moi, si tu veux, je pars du principe que s'ils le font eux, je peux le faire moi, même si on n'a pas la même pareil, hygiène, même si on n'a pas tout ça. pareil. Voilà. S'ils le font eux, voilà, je peux le faire moi. Avec Jean Do, quand on est je reviens avec Jean Do en Birmanie, on va dans une maison, très belle maison, sur pilotis, tout ça. Pas de toilette à la maison parce qu'ils n'ont pas d'eau.
Et donc, comme dans beaucoup de pays, ils ont une cabane dans le jardin, tu vois. Le cabane au fond du jardin. Voilà, la cabane au fond du jardin, mais c'est exactement ça. Mais la maison était très belle. Mais, et donc, à un moment donné, on arrive là-dessus, et on dit comment les toilettes? Les toilettes, c'est là-bas. Et on y va avec Jean-Do, mais c'est l'un de mes plus gros fous rires de Pékin Express. Parce que moi, Jean-Do, c'est mon ami d'enfance, je le connais par cœur. Et Jean-Do, tout le long, il me faisait chier. Bon, si tu veux, tout ce qu'il fallait faire, il fallait que je le fasse en premier. Comme ça, je faisais le testeur. Et je devais revenir lui dire ouais, c'est bon, non, c'est chaud, non, on n'y va pas. Et si tu veux, au moment donné, j'avais plein tronc, tu vois. Et donc là, j'arrive dans la cabane. Oh putain. Ouais, Même j'imagine le quand truc. j'arrive dans la cabane, c'était immonde. C'est-à-dire que j'ai fait Jacques Mayol, j'ai battu le record d'apnée. C'est-à-dire que je suis resté 8 minutes en apnée là-dedans. C'est pas possible, quoi. Extraordinaire, ouais. C'était pas possible. Il y avait des mouches grosses comme ça dedans. Et tu rentrais à l'intérieur sur un plancher, il y avait un trou au milieu. Et en fait, il y avait un trou dans le sol. Et ils avaient posé des planches. Ils avaient fait une cabane par-dessus. Il y avait un trou au sol. Et le trou qui devait faire 2 mètres de profondeur était rempli de merde. C'est un truc de malade. Merde, C'est un mais truc de horrible. fou. Et je rentre là-dedans, c'est ignoble. Donc j'y vais. Et quand je retourne voir Jean Do, je me suis dit, je vais rien lui dire. Et quand il va y aller, il va péter un câble. Donc, je lui dis rien. Il me dit, t'as été aux toilettes, Denis? Je dis, ouais, j'étais aux toilettes. Il me dit, ah, j'y ferai des. Je dis, c'est chaud, mais tu peux aller. Tu vois. Et il y va, avec sa petite sacoche, Tranquille le claquette, chat. claquette. Et moi, je le suis, tu vois. J'arrive. Quand je l'entends rentrer à l'intérieur, j'entends, oh putain, c'est pas possible. Il me dit, moi, je peux pas. Moi, je peux pas. Et c'était Et, dur là, quand même pour lui. et il sort. Il sort de la cabane. Il me dit, il vient, il me met la main sur l'épaule. Il me dit, Denis, mon ami d'enfance. Je dis oui. Il me dit, fais-moi une promesse. Je dis, oui, Jean-Do, je te fais une promesse. Je dis quoi? Si par malheur, la planche craque et que je tombe dans la merde jusqu'au cou, J'arrête. promets-moi que tu m'achèves dans le trou à coups de pierre parce que je ne pourrais pas sortir de ce trou sans être traumatisé. Promets-moi que tu me... Il me dit, tu me lapides à coups de pierre, mais ne me laisse pas sortir. Tu m'étonnes, quoi. Ah, c'était magnifique, c'était magnifique. Mais tu, Mais et tu ça, sais, c'est... non, mais et moi, je comprends un peu. Tu sais que, ben, je vais avouer un truc, c'est que tu sais que quand j'ai fait Pékin Express en Afrique, à la 4e étape au Kenya, quand je suis arrivé au Kenya, on a dormi en tente à Eldoret. Donc, on Ouais. passe de l'Égypte. L'Égypte, il n'y a pas vraiment de moustiques et de bêtes et des araignées, machin. Mais en Kenya, tu arrives là-bas, c'est la pampa, c'est parti. Ah Quoi. ouais. Ah ouais. Et moi, je suis hypochondriaque de naissance. Donc, je suis vraiment hypochondriaque. Donc, pour faire Pékin Express, j'ai dû aller voir mon médecin pour qu'il me rassure tout le temps. Et donc, arrivé à la 4e étape de Pékin Express, au Kenya, tout le monde sur le camp laissait la tirette de la tente ouverte pour aérer tout le temps. Moi, je ne voulais pas. Parce que j'avais peur que des insectes ou des bêtes rentrent dans ma tente. Salut Thomas, attends, je te coupe, il y a Thomas des bûcherons qui Thomas faisait coucou. Bûcheron, frérot. Et donc, du coup, les gens, enfin, les binômes me disent, mais qu'est-ce que tu fous? Mais écoutez, moi j'ai peur, voilà, nanana. Ah ben, le lendemain matin, je me suis réveillé, j'ai pleuré, j'ai voulu arrêter la course. Ah ouais. C'est Samuel qui m'a pris dans ses bras, il m'a dit, Ludo, si tu veux arrêter, on arrête tout de suite. Tous les binômes, je me rappelle encore de Nathalie et sa fille, qui est venue me voir, elle m'a dit, Ludo, si tu veux qu'on parle, on parle. Ingrid m'a pris dans ses bras, on est parti parler avec Nathalie et Ingrid, elles m'ont réconforté, et j'ai continué la course. Je te jure que j'aurais arrêté, donc je comprends Jean-Do. Ah ouais. Quand tu n'y es pas, tu n'y es pas. Dire un truc, mon ami, attention à toi. Tu sais que depuis mercredi passé, Ouais. on m'appelle le renard volant. Le renard volant. Non, mais, Non, alors, ça- je vais t'expliquer. C'était marrant, mais après, j'ai bien vérifié. Ça existe effectivement. C'est des chauves-souris qui sont tellement grosses et qui ont un pelage roux sur le cou qu'on dirait des renards. Mais, ça, les ça- roussettes de Malaisie. mais quand tu m'as sorti ça, laisse tomber. Entre ça et le guerrier Maasai dans le placard, Ouais, attends. c'est Eh, toi, un peu les rencontres du paranormal, tu vois. avec tes grosses araignées qui chaussent du 42, excuse-moi, mais t'es pas loin non plus. C'est vrai, j'étais pas mieux. Sur le moment, j'étais pas mieux. Mais ça le mérite d'être des vraies histoires. Sur le guerrier Maasai, je sais pas si on te croit encore. Si, bah, Mais- attends, écoute. Mais je te promets, comment je pourrais inventer une histoire pareille? Comment le Mais bâton. est-ce que c'est pas un insecte qui s'est posé, tu pensais que c'était quelque chose, tu sais pas, c'était pas le mec qui était dans la maison qui t'a, je sais rien, mais c'est fou quoi. Mais non. Non. Et en plus, tu sais que sur Pékin Express, on ne boit jamais une goutte d'alcool. Oui, ça c'est vrai. Donc, ah bah ouais. Donc, du coup, enfin, si, à part une fois en Australie, mais C'était pas l'alcool quoi. Ah, de quoi? C'était pas l'alcool. Non. Bah, nous, Mais c'est rien. Non, mais c'est la vérité. Nous, cette année, on a réussi quand même à boire avec les bûcherons. Ouais. Sur le retour,
sur le retour de Pékin en avion. Bon, voilà, je ne sais pas s'ils sont en ligne, mais s'ils ne sont pas, c'est pas grave, je me lâche. Avec les bûcherons et avec Aurélie et Pauline, Ouais. on s'est massacré dans l'avion. Ah oui, C'est-à-dire que l'hôtesse de l'air, c'était une barmaid. ah, mais mais oui. Excusez-moi, on peut avoir des glaçons, s'il vous plaît. Vous n'aurez pas des pailles. Oh, tout le monde, dans l'avion, il n'y a plus personne qui pouvait nous voir. Ah ouais, tu m'étonnes. C'était n'importe quoi. En fait, Mais il y avait les bûcherons qui, avec l'argent qu'ils avaient récupéré, enfin, l'argent qui leur restait de l'aventure, des 1 euro par jour, ils ont acheté au duty free une bouteille de whisky. Oh putain. Je te jure que c'est vrai. Ça, c'est fou. Et on voulait tellement fêter. Alors, nous, on voulait fêter nos victoires. Eux, ils sont d'humeur festif. Les deux binômes sont vraiment très festifs. Et donc, on s'est fait mal dans l'avion. Attends, moi je vais te dire un truc, tu parles de ça maintenant d'avion. Moi, enfin, la plus grosse claque que j'ai reçue en voyant mon frère, je vais te dire pourquoi, c'est quand on a perdu la route des Grands Fauves. Ouais. Donc on reprend l'avion avec Jean-Pierre et François et Karim et Leïla. Ouais. Et dans l'avion, j'ai vu pour la première fois de ma vie, en 2011, mon frère Samuel pleurer dans son coin face à l'hublot de l'avion. Pourquoi? Ah, Thomas, il est là. Attends, je te coupe. Thomas, Bon. Thomas, tu confirmes, hein? Ah, Thomas, ouais, Thomas, le buveur. Là. Ah, mais attends, mais en même temps, quand tu pars comme ça 40 jours, ou même 35 jours sans boire, ouais. et que tu es mort de la course, parce qu'on ne dort pas beaucoup, hein, on dort peut-être 5 heures par nuit, ouais. Dès que tu bois une goutte d'alcool. Attends, voilà, j'ai bu 3 verres de whisky, j'étais éclaté. Et non, même sur Pékin, enfin, c'est vrai qu'on on boit jamais, je pense. Enfin, moi, Ben, à part nous là, quand on était en Russie, tous les soirs, quand on arrivait chez l'habitant, ils nous proposaient de l'alcool. Hein. Ah, sérieux? Ah oui, la vodka. Le mec, il allait dans la cave, il allait chercher une. Ah oui, bah oui, en Russie. De vodka, toujours. Alors, en Russie, toi, tu m'étonnes. En Russie, c'est à toi, à moi, quoi. À Cuba, c'était le rhum. Et tu sais très bien, les gens, quand ils t'accueillent, ils veulent te faire plaisir, donc ils te payent un verre. Oh putain, ah, tu m'étonnes. Non, franchement, nous, on n'a pas vraiment. Ben, en Afrique, en même temps, en Afrique, les Philippines non plus, ils ne boivent pas. Mais c'est vrai que l'Australie, c'est vrai qu'on buvait, enfin, on mangeait des barbecues, vas-y, tant que tu veux, avec du vin. Ça dépend un peu des pays que tu fais, en fait. Mais après, voilà. Oui, après, c'est culturel. Il y a des pays, voilà. En Russie, la vodka, c'est comme si on te proposait le café en Italie, quoi. Ouais, c'est ça. Tu sais, je veux te dire, c'est pareil. Ouais, peut-être en Corée, on buvait quand même de l'alcool. En Corée du Sud, à Séoul, on buvait du jus de poulpe. Du jus de poulpe. Du jus de quoi? De poulpe. Allez, alors les gars, prenez le papier, le stylo. Après, le renard. Le fantôme Maasai, il boit du jus de poulpe, le mec. C'est mon idole. Eh, j'ai déjà bu au Pérou du jus de grenouille. Hein. Du jus de grenouille. Et la grenouille est dedans. Hein. Ah oui, mais c'est pas du jus, c'est un alcool. Ah oui, mais c'est du jus plus alcool. Ouais, je vois ce que tu dis. C'est des eaux de vie avec c'est des eaux de vie très fortes ou dedans. Non. Non? Ouais, non. Là-bas, c'est de la grenouille. C'est de la grenouille qui est mélangée à l'alcool et tu bois ça. Dégueulasse. Ah ouais, non, nous, en Birmanie, ils nous donnaient une boisson traditionnelle. C'était une eau de vie de riz. Alors, ah oui, bah oui, de riz. Ah bah oui, c'est même au Japon. Hein. Non, mais c'était une eau de vie de riz artisanale. Et les mecs, ils se détruisaient à ça. C'est-à-dire que tu les voyais, ils avaient la tête cramée. Donc, c'était très, très fort. Mais c'était imbuvable. C'était imbuvable. Et les mecs, ils carburaient à ça. C'était âpre. C'était opaque, âpre. Mais quelle horreur. Dégoûtant. Et les mecs, ils se chargeaient. Même la production nous avait dit le soir, faites attention avec qui vous traînez. Si vous voyez que les mecs sont un peu chauds, faites pas n'importe quoi, parce qu'on sentait que ça partait un peu en live, tu vois. Ah, tu m'étonnes, ouais. Mais attends. Il y a des gens qui me demandaient, et ça m'intéresse aussi de voir par rapport à toi, c'est vrai parce que les gens ne savent pas, enfin, les gens maintenant le savent, parce qu'on l'a dit en TV, mais avant de partir en course, toi, vous aussi, vous êtes enfermé pendant 2-3 jours. Ouais, alors voilà, avant, le premier jour de la compétition, il faut savoir que le premier jour dont on part, bon voilà, tu sais autant que moi, mais pour que les gens comprennent bien, le premier jour où on part dans l'aventure, en fait, ça fait 48 heures qu'on est enfermé dans une chambre d'hôtel. Et tu sais qu'avec Samuel, mon tout début, donc en 2011, c'était hyper hard, tu vois, et on était parti en Égypte, et l'Égypte, c'était la révolution, tu vois, je t'avais déjà parlé de ça. C'était la révolution, donc on devait rester 3 jours enfermés dans une chambre. On est resté 3 jours enfermés dans une chambre. Et ce que les gens ne savent pas, c'est que ces 3 jours-là ont été plus longs que toute la course de Pékin Express. Enfermé dans une chambre d'hôtel. Ah ben c'est terrible.
il t'ouvre la porte. En plus, même quand tu es à la télé, généralement, c'est en langue, je sais pas quoi. Là. Ouais, c'est ça. Attends, même pas. Non, 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 non. Nous, dans la chambre d'hôtel en Égypte, c'était au Caire, on n'avait plus de télévision, plus de téléphone, il y avait juste un bottin de téléphone. Et je peux te dire que le bottin de téléphone avec mon frère, on connaissait tous les numéros du Caire par cœur. Hein. J'avais, pour te dire, moi je suis asthmatique, j'avais une boîte de Zyrtec. Ouais, moi aussi, je suis asthmatique. Hein. Ouais, mais moi aussi, dans ma valise, on a mangé 10 Zyrtec chacun sur les 3 jours pour dormir. Ah oui, Samuel, le Zyrtec, ça te shoot en plus. ah ben, Samuel, s'il m'écoute, hein, il est en train de rigoler parce qu'il fumait, à ce moment-là, il fumait encore la cigarette et il voulait sortir. Mais alors, ils avaient mis des bandeaux de toile américaine collés aux fenêtres, donc on ne savait pas sortir. Eh oui. Je te dis, il a pris au moins 15 bains sur les 3 jours. C'était la Eh ouais, bah, il y a ça à faire. Bah oui. Nous aussi avec Julie, on se lavait 4 fois par jour parce qu'on a que ça à faire. Alors pour que tout le monde comprenne, les gars, la production, elle fait ça parce que quand on arrive, on part, bon, vous imaginez, on part de Roissy, on va dans n'importe quelle destination. Je te donne un exemple, moi, la première année, quand on était parti à Cuba, on était resté 48 heures dans la chambre pour que la production puisse se poser, parce que c'est une grosse machine, on est 100. On est 100. Ouais, 115, ouais, ça c'est on est énorme. 100. Et les mecs, le temps qu'ils se posent, qu'ils déballent leurs affaires et qu'ils soient prêts pour partir, on ne part pas en un claquement de doigts. Ah, Donc, tu ils leur m'étonnes. font 48 heures et pendant ces 48 heures, ils nous enferment. On peut Ouais, dire ça. le mot, ils nous enferment. Donc nous, la première année, on s'est fait niquer. On est parti, on n'avait rien. C'est-à-dire que pas un jeu de cartes, rien. On s'est fait chier pendant 48 heures. Moi, je pétais des câbles. Je faisais Mais des tu pompes. m'étonnes, mais c'est ça le truc, hein. Je faisais 1000 pompes par jour. Un fou. Moi, j'ai une histoire. Alors, les gars, si vous êtes là pour de l'inédit, j'ai de l'inédit. Et on la racontera avec Jean Do, avec qui j'ai fait Pékin Express. Celui qui avait peur. Oui, voilà. Jean Do, avec qui je l'ai fait la seconde fois en 2014. Donc, moi, je l'ai fait en 2013 avec Julie, on perd en finale. En 2014, je le refais avec Jean Do. Bon, là, on est sorti en milieu d'aventure, on n'a pas eu trop de chance. Mais il nous arrivait un truc incroyable que personne ne sait. Roulement de tambour. Allez, vas-y. Allez, fais péter. Jingle. Là, on voit qu'on a les moyens dans la production. Là. Roulement de tambour. Il faut qu'on investisse dans Vamos Live Again. Hein. Ouais, il faut qu'on investisse dans tambour. obligé. Avec Jean-Do, on perd en milieu d'aventure. Je la raconte vite fait, il y a un mec, chauffeur routier, qui nous prend en stop, qui nous fait faire 150 km à la direction opposée de l'endroit où on devait aller. C'est la merde. Le mec, il était chauffeur routier. Son métier, c'est le camion. C'est comme si toi, on te demandait la route pour aller dans une ville à 100 km de chez toi. Ouais, c'est un truc de fou. Hein, ouais. Non, mais tu le sais quand même. Eh bien, le mec, il ne savait pas, il s'est planté. Et quand on est arrivé à la station-service, il y a un mec qui parle anglais. Je lui ai dit, c'est telle ville. Il m'a dit, c'est à 150 km derrière. J'ai attrapé l'Indien et je lui ai dit, explique-lui, il parle anglais. J'ai dit, tu lui expliques au chauffeur que c'est l'Indien le plus nul d'Inde. Parce qu'on a perdu à cause de lui. Donc moi, j'ai vrillé, tu vois. Bon, après, je me suis excusé, mais sur le coup, j'ai pété un câble. Bon, je te la fais court. La production nous amène. Donc la production continuait et devait aller au Sri Lanka après. Ouais, je vois. Nous, on perd en Inde. D'accord? Ils nous laissent à l'aéroport avec un LPA. Donc, tu sais ce que c'est, l'LPA? Ouais. Voilà, c'est des gens. Les LPA, c'est des locaux qui travaillent pour la production. C'est logistique, quoi. C'est le mec qui s'occupe de tout sur place, quoi. Voilà. Qui t'aide. Ce mec-là nous accompagne à l'aéroport et est chargé par la production d'être bien sûr qu'on soit parti. Donc là, pour le coup, je ne mets pas en cause la production. La production, elle ne pouvait pas. Ouais, d'accord, ouais. Le LPA, il nous amène. Il nous laisse comme des vieilles chaussettes à l'aéroport et il se barre. Il n'en a rien à faire, le mec. Sauf que nous, on a 300 roupies dans la poche, notre passeport. Quand on arrive au guichet, notre vol est annulé. Putain, quelle affaire, quoi. On n'a pas de portable, on n'a pas d'argent. À l'aéroport, à Calcutta, d'accord? Donc, comment on fait? Moi, le seul numéro que je retiens de tête, c'est le numéro de ma grand-mère. Je trouve une touriste bosniaque qui parlait anglais, qui me prête son téléphone pour que je téléphone ma grand-mère, heure locale, 4 h du matin, pour dire appelle Julie pour lui dire qu'on est bloqué à l'aéroport à Calcutta et que la production n'est pas au courant et au Sri Lanka. Ça, c'est un truc de dingue. Non, on est bloqué. Attends. Julie, bon, ma grand-mère appelle Julie appelle la production nous envoie quelqu'un. Donc, le quelqu'un qui revient. Sauf que nous, entre-temps, on se fait arrêter par les flics indiens qui ne comprennent pas pourquoi notre passeport n'est pas tamponné. Parce que le mec, en plus, d'une ville à une autre, ils avaient oublié de tamponner sur le passeport. Donc le mec ne savait pas d'où on venait. Il nous a enfermés pendant 5 heures dans une cellule, genre cellule de dégrisement avec des barreaux aux fenêtres. Attends, mais on a pété un câble et on n'avait pas de moyen de contacter la production.
5 heures, on est resté bloqué. Et le mec, il avait pris nos passeports. Je te la fais comme il fait. Hein. Je te fais comme il fait. Il avait pris nos passeports et le mec, il passait devant la fenêtre avec nos passeports comme ça. Ah, ça c'est des gros passeports. Ça. Il passait devant la fenêtre, il faisait comme ça. Non, tu rigoles ou quoi? Ouais. Et le mec, il voulait nous larguer. Mais moi, j'ai pété un câble. Il y avait un ordinateur dans la pièce. J'ai cassé le clavier de l'ordinateur. Et j'ai jeté le clavier dans la fenêtre pour lui dire maintenant, ça suffit. Dans la cellule avec nous, il y a un Sénégalais. Mais attends, c'est une histoire de fou. Il y a un Sénégalais qui parle français. Et le mec, avec son accent sénégalais, il me fait « Je te conseille, mon ami, de t'arrêter de suite. Sinon, tu vas faire 30 ans de prison. » Il me dit. Bah, surtout en Inde, hein. Purée, Non, quoi. voilà. Donc, le mec, 5 heures bloqué. Je me suis endormi, on a pété un câble. Moyen d'avoir personne. Au bout de 5 heures, il y a un flic indien qui ouvre la porte, qui nous regarde comme ça et qui me dit en anglais pourquoi vous êtes là? Et nous on dit on ne sait pas. On s'est fait arrêter, il y a un problème sur le passeport. Il prend mon passeport et regarde, je te jure c'est vrai. Il regarde à gauche. Et en fait le mec il sent qu'on est dans la merde, mais que c'est pas justifié, tu vois. Ouais, c'est ça, ouais, voilà, ouais, il s'en Et veut le un mec, peu. il a voulu nous... Le mec, on le connaît pas, il sait pas qui on est. Le mec, Mais il voulait du fric, non, 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 il a voulu nous délivrer parce qu'il savait que c'était un abus de pouvoir d'être qu'on soit dans cette cellule. Putain. Le mec, il a regardé à gauche, il a regardé à droite et il nous a dit allez-y, allez-y, allez-y. En fait, il nous a fait nous enfuir, le mec. Putain, c'est dingue quand même, c'est fou ça. Histoire de fou. Grâce à lui, on s'enfuit et on arrive à rattraper un autre vol grâce à la production qu'entre-temps on a pu retrouver. C'est une histoire de fou. Quand on est arrivé à Paris, on a pété un câble avec la production. Après, on s'est rendu compte qu'ils n'étaient pas directement responsables, mais c'était incroyable. Cette histoire, elle est incroyable. Bah, tu m'étonnes. Jean-Do, on la racontera parce que Jean-Do, il avait quand même souffert de ce truc parce que c'était chaud, quoi. Mais tu parles de production, mais c'est vrai que la production n'a pas toujours les droits dans les pays. C'est pas parce que tu es producteur ou télévision, qui que ce soit, que tu passes n'importe où. Moi, je me rappelle, on gagne à Manille la 8e étape, et donc on part pour l'Australie, d'accord? Et donc là, avec mon frère, on gagne le bonus à Manille, et là, on se trouve dans un hôtel 5 étoiles, mais luxueux à mort, avec piscine, machin, on mange du homard et tout le bordel. Et dans la chambre, il y avait des... Alors là, je me confie, normalement, je ne peux pas le dire, mais je vais quand même le dire, c'est hors caméra, mais à Pékin Express, on a tout le temps faim. Donc, oui. Quand on voit de la nourriture, on a tendance à la piquer. Ah oui. Les gars, on devient des voleurs. Samuel, attends, je vais vous dire l'anecdote de fou. C'est que dans la chambre 5 étoiles, premièrement, Samuel a rien prêt, fout le feu à la chambre, parce que monsieur avait les chaussures, des baskets qui étaient toutes froides, et pour les réchauffer, il prend ses cheveux, il met ses cheveux dans les baskets, et on part manger. Quand on revient dans la chambre, les baskets étaient noires. Noires. Ça puait, il y avait de la fumée qui sortait et tout. Mais je dis, mais t'es un fou. Et là, sur la table du manger, je me rappelle comme si c'était hier, il y avait des citrons, il y avait du chocolat, et je dis, putain, moi je prends tout, et je repars en Australie, comme ça au moins j'aurai de la bouffe dans le sac, et on y va quoi. On prend l'avion, tout se passe bien. Dans l'avion, pendant qu'on vole, il y a l'hôtesse de l'air qui arrive avec une feuille pour remplir, et là on doit remplir en fait, est-ce qu'on a de la nourriture, des aliments, pour ne pas rentrer dans le pays, sur le continent, avec de la nourriture qui n'est pas de chez eux, tu vois. C'est interdit là-bas. Et moi je ne coche pas. Je ne coche pas oui j'ai. Oui. J'arrive à l'aéroport, tout le monde en file, comme ça, indienne, et j'entends un mec qui crie mon nom, mon gars. Putain. Ludovic! Comme ça, à Gare de la Douane. Ludovic! Qui est Ludovic? En anglais, tu vois. Et tout le monde me regarde, mais je sais pas moi, j'ai rien fait. Il lève le sac Pékin Express, comme ça. À qui est ce sac? Ludovic! Moi, je lève. C'est à moi. Come here! Now! Et le mec, il me dit, je te jure, devant Thierry Guillaume, si Thierry Guillaume nous entend maintenant, nous regarde, il est à côté de moi, il était blanc comme un mort. Le mec me dit, c'est 10 000 $ d'amende et c'est la prison pour 6 mois. On a dû expliquer qu'on faisait un jeu de télé, Pékin Express, qu'on avait tout le temps faim et que c'était vraiment ridicule de notre part d'avoir volé de la nourriture. Putain, je te dis pas. Alors, on a dû avouer tout le bordel. Oui. C'est une horreur, une horreur. Souvent, il faut que tu déclares ce que tu transportes. T'es toujours puni. Qui n'acceptent pas, quoi. T'es toujours puni en fait. On est toujours puni en voulant faire des trucs qu'on ne peut pas faire. Ouais, mais c'est ça, mais parce que voler, prendre une barre de chocolat, c'est pas voler, quoi. Non, c'est pas voler, mais après tu ne peux pas. Enfin, je veux dire, c'est dans les règles de l'art. Mais par exemple, nous en Inde, parce qu'avant qu'il arrive ce problème avec Jean Do,
Bon, voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on est resté bloqué avec la production pendant quelques jours dans un hôtel. Ça, c'est une histoire de fou. C'était sorti sur les journaux, c'était sorti sur les. Il y a le Quai d'Orsay qui a intervenu et tout. Hein. Ouf. On a été arrêtés par. En fait, les services secrets indiens nous ont suivis pendant la première semaine de l'émission, sans Mais jamais c'était nous pas. arrêter. C'était ce qui a eu un problème avec Benny Boxman, le gars de la sécurité. Exactement. Le chef de la sécurité a été emprisonné. Il est resté 1 mois et demi qu'il est Il a resté. été resté 1 mois et demi en prison. C'est un ami à moi, ouais, c'est un truc de fou, c'est un flamand, enfin, Voilà. c'est un belge comme moi. Incroyable. Un gros bisou à Benny s'il nous Ouais, voit. Mais tout le monde avait Benny, peur, ouais. tout le monde avait peur pour lui parce qu'en Inde, ça rigole pas. Et en fait, le problème, c'est que la production s'était plantée et pensait que les téléphones satellites étaient autorisés. Sauf qu'en Inde, avec les conflits qu'ils ont en interne et avec toutes les conflits qu'ils ont, les frontières, Birmanie, Pakistan et tout ça, il y a une mini-guerre à l'intérieur, hein, vraiment. Hein. Et ils sont très très chauds sur les téléphones satellites parce qu'il y a des groupes de terroristes qui communiquent que par le téléphone satellite. Ah, c'est fou. Donc dès qu'ils ont pris le signal, parce que la production, hein, téléphone satellite, pour faciliter, pour faciliter la logistique, pour que le chauffeur puisse appeler le caméraman et dire regarde, on est à tel endroit, c'est comme ça quoi. Sauf qu'ils nous ont détectés, parce que les services secrets indiens ne rigolent Ça, pas. c'est dingue. Ils nous Purée, ont quoi. arrêtés, ils ont pris les passeports de tous les candidats et on est resté quelques jours bloqués à l'hôtel sans savoir ce qu'on allait faire. Donc Ça, c'est quand même incroyable. on croisait Stéphane Rothenberg, on croisait les équipes avec qui on discutait et tous les jours c'est bon les gars, qu'est-ce qu'on fait? Et on voyait à travers le visage des responsables qu'ils n'étaient pas rassurés quoi. Purée, quand tu m'étonnes, quoi. Et au bout de 5 jours, ils nous ont délivrés. Mais on est resté 5 jours. Ça a arrêté l'aventure pendant 5 jours. Eh, ça fait peur, hein, quand même, hein. Ouais, Eh, non, c'est un truc de fou, hein. non, mais moi, en plus, quand je lui dis, quand ils vont voir Corse, parce que les mecs, ils cherchaient tout, quand ils vont voir que je suis en Corse, sur le passeport, ils vont me prendre pour un terroriste. Alors, Ah, ils tu vont m'étonnes. me mettre dans un trou. En gros. Mais après, c'est vrai que en fait, c'est ça qui est bien qu'on fasse ce live, en fait, ensemble, parce que les gens, il faut qu'ils se disent aussi que Pékin Express, c'est génial. Alors, c'est une aventure incroyable. Tous les mauvais souvenirs Bien deviennent sûr. des bons souvenirs. Mais par contre, il faut quand même se dire que ce qu'on vit aussi, le stress qu'on vit à Il y a des l'intérieur de quoi, cette course, c'est très très bien géré, mais il y a des couacs de temps en temps. ah, c'est super bien géré. C'est une aventure, c'est normal. Hein. Ah ben c'est super bien géré. Après, nous aussi, on se met en danger. Par exemple, je vais encore avouer un truc. Et là, si Ingrid et Nico m'entendent, c'était après l'épreuve de... Et là, les gens vont savoir c'est quoi. On avait un poulet, tu te rappelles, qui s'appelait Gamin. Un poulet, Ouais. il faisait 45 degrés, le poulet avait perdu ses plumes. Et il était tout rose, le poulet. Et ce jour-là, en fait, donc avant cette épreuve-là, on part sur la route de... On partait sur le Kenya, je crois, Nairobi. Et le soir, on se retrouve, comme par hasard, la balise sonne de Samuel et moi et Ingrid et Nico à la même place. Donc quand la balise sonne, on est dans le même village. Et la production, ça aussi les gens, il faut le savoir, c'est que les binômes ne peuvent jamais loger ensemble. Et voilà. Quoi qu'il arrive, même si c'est le même village, ils doivent être séparés. Nous, bah, on avoue, qu'est-ce qu'on fait? On va voir le chef du village. Bonjour, chef du village. Bah oui, excuse me, it's possible sleep in your house, eat machin. My franc anglais is beautiful. Ton franco-anglais belgo, ton belgo-franco-anglais. Ouais, c'est ça, voilà. Et donc, du coup, il y a le chef qui dit, voilà, vous dormirez dans une école et vous dans une maison. Ouais, quoique, à minuit, tu crois quoi? Enfin, vers 11h, quand tout le monde fait dodo, bah, Ingrid et Nico viennent nous rejoindre. Oui. Et pour finir, on passe la soirée ensemble. Et là, ce qu'on fait, et là, je veux encore me vendre et me lâcher, je m'en fous, c'est qu'en fait, on avait 1 euro par jour. Il nous restait un peu de monnaie. Et donc, il y avait une petite fête au village, comme ça, mais vraiment un peu plus loin, à 150 mètres. Et on se dit, est-ce qu'on oserait y aller? Alors, on était à 4, on se dit, on y va, on est blanc, on est parti. Alors, il faut se dire, c'est quand même, c'était un petit village vraiment partout dans la pampa. Et on arrive là, et il faisait, alors là, pour le bon belge que je suis, non peut-être, il faisait des bonnes frites. Des frites cuites dans le là, lit. ça fait Alléluia. Alléluia. Les premières frites de l'aventure après 28 jours, je crois, avec du poulet. Là, tu m'as dit C'était entre le Kenya et Tanzanie. Je ne sais plus le village que c'était. et Je me rappelle. alors j'ai une question, un truc très de fou. pertinente. Comment sont les frites du Kenya? Alors, je vais te dire, elles m'ont perforé l'intestin et l'estomac. Elles étaient grasses. Je crois que les frites que j'ai mangées au Kenya vaut toutes les frites que je mangeais toute ma vie à Belgique. Au niveau calories, c'était pareil. Ah là, d'accord. Donc la punition arrive. Donc ça veut dire qu'on mange des frites et poulet. On ne peut pas faire ça. C'est interdit. Quand la balise sonne, tu dois rester où tu es et pas dépenser l'argent que tu as. D'accord? On le mange dans l'école. Et qu'est-ce qui se passe? Purée, quoi. Tous les gens du village viennent pour nous voir à l'école. On commence à prendre peur. Mais il n'y avait pas de vitres.
c'était que des barreaux, tu vois. Et on voit les gens dans le noir arriver comme ça, les silhouettes. Et là, on entend un camion. Mais on s'est fait un film, hein. On s'est fait un film. On entend un camion reculer contre la porte de l'école. Et là, on se dit, on va se faire enlever. On est puni. La production veut nous punir, ou je ne sais pas quoi, veut nous faire peur. Et là, on commence à appeler la production avec les téléphones satellites. Ça ne fonctionnait pas non plus. On a passé, et ça, je peux te jurer, c'est la vérité. Et Samuel, en bon maître, un bon père de famille, nous a sauvés du truc. Il a commencé à prendre tous les bancs de l'école, de la classe. Il les a tapés contre la porte. Il s'est mis les pieds contre le banc. Et on a fait à la queue leu jusqu'au mur en face pour pouvoir serrer la porte contre le mur. Et on a dormi comme ça toute la nuit. Je te jure. Un truc, un souvenir de malade. Moi, j'ai une histoire comme ça. Où on a Salim, Julie, et Linda et moi, bien sûr. On a failli se faire kidnapper. Ah ben voilà, ben regarde. Mais tu le crois vraiment ou tu es sûr, tu vois? Ah non, je suis certain parce que... Ah ben alors, nous aussi alors. Je vais te raconter l'histoire. On a failli se faire kidnapper au Mexique, mais c'est de notre faute. Et on a eu très très peur. Honnêtement, on a eu très très peur. On a failli en venir aux mains avec Salim pour essayer de se défendre et tout ça. On est chez un habitant qui est un journaliste d'une ville au Mexique, qui est une ville en montagne, mais qui est une ville quand même une grosse ville. Et il nous explique rapidement, dans la soirée, la production vient, on fait les images, tout ça. Il nous explique, il me dit, il y a une grosse fête foraine dans le village d'à côté. Il me dit, on pourrait y aller. Mais nous, on n'a pas le droit normalement avec Pékin. Et je savais que Salim et Linda avaient trouvé une habitation dans la même rue que la nôtre. Donc nous, on dit, bon allez, on y va, la production s'en va, je prends le téléphone satellite, et puis on y va. Donc on part, Julie, moi, et notre hôte, ce journaliste, qui parlait très bien anglais, donc c'était facile. Et on passe devant la maison où Salim et Linda étaient logés, on tape à la porte, je dis, bon les gars, venez avec nous. Tu es sûr, tu n'es pas sûr? J'ai dit, venez avec nous, et il me dit, allez, ok, on y va. Et on part à cette fête foraine. On va là-bas, on reste 1 heure, hein. Mais il y avait une sale ambiance. C'était blindé de monde, mais il y avait une sale ambiance. Il y avait des gens qui nous observaient. C'est bizarre, c'est fou. Ouais. Et c'était notre hôte qui nous a dit, il faut rentrer maintenant. Et je voyais qu'il stressait, il faut rentrer. Donc on rentre, mais on était quand même à une demi-heure de marche de l'habitation, tu vois. On rentre, et on marchait dans les ruelles. Donc, et les ruelles pas très larges, avec Salim et Linda. On marchait. Et devant nous, il y avait notre hôte, le monsieur, le Mexicain. Et je le voyais en marchant, il se retournait comme ça, mais il se retournait toutes les 10 secondes. Comme ça. Qu'est-ce qu'il a? Et je me retourne, et je vois, en me retournant, 3 mecs qui nous suivent. Mais ils avaient des têtes, c'était des gangs mexicains. En caricature, hein, débardeurs blancs, tatoués, machette à la ceinture. Hein. Oh purée, dit. Donc, ça rigole pas, quoi. Et on commence à prendre des ruelles gauche-droite. C'était un labyrinthe. Et à chaque fois que je me retournais, ils étaient derrière nous. Mais à 50 mètres, ils étaient derrière nous. Enfin, on marche. Et Salim me dit, putain, c'est chaud là. Denis, comment on fait? Les filles, pas les filles. Je dis, attends, ça, on va pas se faire planter, quoi. On peut pas y aller comme ça, quoi. Mais ça fait des boules, hein. Non, mais tu ris, mais je comprends. Attends. Non, mais franchement, on faisait pas les malins. À un moment donné, la personne qui nous accompagne, il nous dit, il se retourne, il fait run. Mais nous, on s'y attendait pas. On commence à partir en courant en bombe. On savait pas pourquoi, mais la peur au ventre. Moi, en courant, je me retourne dans la ruelle. Je vois les 3 mecs courir derrière nous. Je dis, ah putain, c'est pas possible. On part comme des fous. Les filles, elles avaient peur, les pauvres et tout. Et en fait, on a de la chance à ce moment-là, parce qu'on était plus loin de l'habitation. On rentre comme des fous dans l'habitation. On se jette dans l'habitation. Lui, derrière, il ferme la porte avec une barre en bois, cadenas, clac. Et la maison, elle avait un étage. Et quand on montait à l'étage, il y avait une terrasse et on voyait la rue, tu vois, devant. Putain, c'est un truc de fou. On monte à l'étage, essoufflé, apeuré. On monte à l'étage tout en haut. Quand on regarde, les 3 mecs, ils étaient devant la porte. Et ils étaient en bas et ils nous regardaient d'en bas, ils nous faisaient. Non. Ouais. Mais c'est pas un truc de fou. Mais je pense que tu sors, t'es mort. Hein. Le monsieur donc, qui était avec nous, qui nous explique, donc on reprend nos esprits. On était vraiment paniqués. Hein. On reprend nos esprits et il nous explique, il me dit voilà, il m'a dit j'ai vu le cirque. Il me dit j'ai vu quand on était là-bas, j'ai vu qu'il y avait 3 mecs qui nous suivaient, c'est pour ça que j'ai dit qu'on rentre. Et en fait, il me dit dans ces fêtes, de temps en temps, il y a des gangs qui viennent pour chercher des touristes et chercher des étrangers et ils kidnappent les étrangers et ils demandent des rançons. C'est le sport national. Et là, je vais te dire un truc, c'est c'est le sport national là-bas. Le prochain casting dessus. Le prochain casting de Pékin Express, il va y avoir 5000 personnes.
C'est vrai. Oh, les gars, Non, mais, on vous rassure pas, mais c'est la vérité. Tariq et Fabien, en 2013, ils ont eu un problème dans leur habitation. Il y a des mecs qui sont rentrés dans l'appartement où ils logeaient ouais. pour les racketter. Et Ah, c'est la, ben oui. et c'est la production qui est intervenue. Nous, par exemple, à Dachour, donc en Égypte, on devait, deuxième étape, on devait arriver à la pyramide rouge de Dachour. Et là, on prend quelqu'un en voiture et le mec, on le stresse, tu vois. Samuel et moi, ben, les frères survoltés, hein, machin. Go, go, Derrière. go, 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 the pyramide is over there, machin là-bas. Et donc, le mec, on lui dit tellement que la pyramide rouge est là-bas et on la voit. Et il sait très bien où il doit sortir, à quelle sortie il doit prendre la route. Et nous, tellement le stress, le mec, enfin, il loupe la route. Donc, il continue. Sauf que c'est un détour de 25 km. Le mec, Ah on ouais. commence à devenir fou. On dit, putain, my friend, it's over there, no go, my friend, on va perdre et tout ça. Et on se dit, ça y est, on était sûr d'être 3-4e, donc on se dit, putain, là maintenant, on est sûrement dernier, on va être éliminé, on ne partira même pas au Kenya, c'est la catastrophe. Le mec fait demi-tour, et le mec, pour nous aider, il accélère avec sa voiture comme un dingue, il double par la gauche et tout ça. Et à un moment donné, on était avec Christophe Bonnet, notre caméraman, avec qui on Top. a fait 15 étapes parce que personne ne voulait de nous, aucun caméraman ne voulait de nous, on était trop nerveux. Voilà. Et donc, le mec, tout le temps avec nous. Et le mec, il se serre à droite et putain, il écrase un scooter avec un mec Oh, dessus. oh, putain. Le scooter tombe, le mec, il continue. Christophe hurle à la mort. Stop! Nous, Samuel et moi. Stop, my friend, stop, 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 stop. Le mec, il ne s'arrête pas. Mais on a compris pourquoi. Dès qu'il s'est arrêté, je te promets que tout le village a débarqué avec des battes de baseball et tout ça, et tutti quanti. On a flippé. Samuel et moi, on s'est quasi fait au froc. Tourista oblige, t'imagines. On a serré les fesses encore plus fort que d'habitude. On était derrière. Christophe est sorti de la voiture. Il nous filmait de loin. Et on se dit, il dit les gars, ne bougez pas. Si vous bougez, vous êtes morts. Samuel et moi, comme ça. Et qu'est-ce qu'on fait? Soit on ne bougeait pas et on se tapait sur la gueule, soit Ouais. on quittait notre chauffeur et on partait pour ne pas perdre la course, parce que la règle dans Pékin Express dit bien que quoi qu'il arrive sur la route, c'est ton problème. T'arrives Ah oui, dernier, bien sûr, éliminé. c'est la règle. Hein. Et ce qu'on a fait, après 3-4 minutes de réflexion, on s'est taillé de la voiture, on a laissé notre pauvre chauffeur là-bas, on a Ouais. pris un pick-up et on arrive 4e. Ouf, on n'est pas éliminé. Mais Benny, notre chef de la sécurité, est retourné quand même voir notre chauffeur et il avait des hématomes partout. Hein. Moi, j'ai fait 3 saisons. Toi, tu en as fait 2, toi. Mais 2 plus 5. 2. Comment 5? J'ai fait 5 saisons différentes. J'ai fait la route des Grands Fauves, Passage et Mystère, la finale des champions, Itinéraire bis et French Tour. Ah ouais, mais moi, je te parle en saison. Après, Itinéraire bis, c'est pas pareil, même si c'est notre aventure. Mais... 39 étapes. Ouais, ouais, ouais. Normal. Ben, bientôt, tu l'as plus fait que Stéphane Rothenberg, toi. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est qu'on vit des vrais moments chez des gens qui sont des fois dans des situations et dans des lieux qui sont chauds. Et moi, en trois saisons que j'ai fait, je me suis rarement senti en insécurité, mais plusieurs fois dans des situations quand même dangereuses. Et j'en étais conscient. Bien sûr, mais non, mais c'est ça aussi. Hein. On signe pour ça, hein. Mais il faut le dire, hein, bien sûr. Attends, et tu crois quoi? Quand on fait du stop, t'as vu, quand tu penses, mais les gens s'en rappellent, hein, Stéphane Rothenberg aux Philippines, t'as vu l'accident qu'il a fait? Ah ouais, ouais, quand il s'est avec la moto et le truc. Et le Philippin Ouais, qui est dans le il a eu chaud. 5 quarts. Ouais, c'est ça, ouais. Le Philippin prend tout et ils Ouais, n'ont rien du tout. Hein. oui, les gars, je vois que tout le monde met 3 saisons avec point d'interrogation. J'ai fait 3 saisons. J'ai fait 2013 avec Julie, on n'a pas dit en finale. 2014, j'en ai refait un, mais en 2014, donc avec Jando. Et le dernier. Mais tu sais, moi, parce qu'on parle toujours de l'aventure Pékin Express au bout du monde, mais quand j'ai fait French Tour, je peux te dire que French Tour, c'est aussi dur que Pékin Express, parce que quand j'arrivais chez les gens, à Beaune, je suis resté 3h15 à chercher un logement. Ah ouais? Je sonnais à la porte, les gens au dictaphone me disaient « C'est pourquoi? C'est qui ?» Ah ouais. Ah Et moi je ouais. disais « C'est Ludovic de Pékin Express. J'en ai rien à foutre !» Non, mais J'en ai rien à foutre. les Français, ils sont magiques. Les Français, soit c'est va te faire foutre, ou alors ils t'accueillent, et alors là, c'est entrée, plat, fromage, Ah oui. fromage, vin, dessert. Non, mais en même temps, je comprends. Tu sais, nous, on est là, tu t'attends. Genre, demain, bon, après, nous, là, nous qui l'avons fait, si demain il y a des étrangers qui viennent toquer la porte, je leur offrirai le couvert et la nuitée. Et le C'est stop vrai que sur le papier, au départ, et le stop, tu le ferais? Tu prendrais des gens en stop? moi je les prends, moi, les gens. Tu les prends en stop? Ah ouais. Moi, depuis mon premier Pékin Express que je suis rentré, je prends toujours les gens en stop. Alors, attention, je suis honnête, hein.
je fais quand même une petite détection. Je fais de la discrimination faciale. Hein. C'est-à-dire que. Ouais. Ouais. Non, mais tu serais prêt. Non, mais le mec, il a une tête de serial killer, je ne le prends pas. Autant il est adorable, hein, mais je m'en fous. Non, mais est-ce que tu serais prêt, si tu dois bosser, par exemple, à te dire, aujourd'hui, je prends quelqu'un, je l'amène à 300 km. Aller-retour. Aller. C'est-à-dire 600 aller-retour. Non, moi, ce que j'ai vécu avec des gens des gens, ce qu'ils ont fait pour nous, de le faire moi, je sais pas, c'est pas possible. Moi, là, sur la dernière saison, il y a un type, on l'a attrapé à 7 h du matin, il partait avec l'attaché-caisse, on était en Chine. Le type, il était avec l'attaché-caisse en costard, on l'a attrapé, on l'a fait faire 250 km pour nous accompagner au point. Le mec, on est sorti, on lui a dit merci, il est reparti chez lui. Ah, c'est dingue. Donc le mec, il a fait 500 bornes pour nous rendre service. Incroyable. Tu sais que nous, on a vécu la chose la plus incroyable, enfin une des choses les plus incroyables de Pékin Express, c'est chez les moines bouddhistes à Jeonju, au Corée du Sud. Tu te rappelles les moines qui nous frappent dessus, là, avec des bambous? Ouais. C'est grâce à un mec, on a fait 485 km. Et ce jour-là, en fait, on avait la grippe coréenne, on était arrangés, accablés avec mon frère, on vomissait orange et tout. Je te jure, c'est un truc de fou. Et le médecin nous dit, les gars, vous avez la grippe coréenne, il n'y a aucun antibiotique, juste prendre des cachets d'Afalgan pour vraiment tirer la fièvre. Dans la voiture, on était en train de mourir. Et c'est le jour où on a mangé les poulpes. Tu te rappelles les poulpes vivants? Ouais. Et après, on part de Séoul et on va à Jeonju, donc à 300-400 km plus loin. Et le mec, il travaillait ce jour-là. Il travaillait à 13 h. À 12h45, il nous prend dans la bagnole, il nous amène jusqu'à la fin. Tu sais comment on a fait? Dans la voiture, Samuel dormait. Il avait la fièvre, il dormait. Et le mec, en fait, il n'osait pas nous réveiller. Donc, il faisait semblant de dormir. Bien sûr. Tout en regardant la carte, voir s'il nous amenait bien. Oui. C'est le moine, quoi. Mais alors, tu vois, cette situation, elle me parle tellement parce que ça arrive souvent, ça. Moi, des fois, on se relayait avec Julie dans la voiture parce que des fois, tu es crevé, tu t'endors et ces gens, ils t'accompagnent et tu es obligé d'essayer de discuter un peu. Donc, on se relayait. Julie et Misérable, repose-toi une demi-heure. Après, c'était moi qui prenais le relais, qui restait éveillé pour la personne, essayer de parler un peu avec. Mais ça m'est arrivé, par exemple, là, le monsieur, le chinois, on a fait 250 km aller. On ne s'est pas dit un mot. Bon, c'est compliqué, hein. C'est dingue. Mais le mec, il roulait. Et moi, je disais, it's good, my friend, it's good road. Yeah, it's okay. Aux États-Unis, on est en Louisiane, on trouve une dame. Alors, c'était la caricature de l'américaine, hein, je te le dis, gros pick-up. La dame, elle était obèse, mais vraiment, quand je te dis obèse, c'est-à-dire que tu te demandais. Elle était vraiment obèse. Ça te faisait même de la peine, parce que tu sentais que c'était des gens. Bien sûr. Mais caricature américaine, elle avait de la viande séchée dans le pick-up, des bonbons en voiture, voilà. Mais adorable, la femme, tu vois. Et la femme, elle doit nous faire 40 km. Et on lui explique que c'est pour la dernière étape. Alors, nous, notre technique avec Julie, alors je le dis, parce que c'est pas très sympa, on mentait aux gens, mais on disait, même le premier jour de l'étape, on disait, c'est la finale aujourd'hui. Ah, moi aussi. Cette dame, pour nous rendre service, elle nous a fait faire 300 km. C'est un truc de dingue. Et c'est aussi bien qu'elle travaillait, la femme. Hein. Enfin, tu vois, je dis. Bien sûr. Et une autre fois aux États-Unis, là, on était en Alabama. Il y a un monsieur qui nous prend avec un van. Et dans le van, il y a 5 enfants. Donc, il y a 4 petites filles et un gamin. Et un petit garçon. Mais qui n'ont pas plus de 14 ans. Tu vois, les autres. Et certains, 5-6 ans. Et en fait, c'est tous ces enfants à lui. Donc, lui, habillé en costard, mais vieux costard, tu vois. Et en fait, il me fait comprendre qu'en fait, c'est un mormon. Tu sais, aux États-Unis, il y a cette. Les Mormons, c'est une communauté. Ouais, je connais, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Une communauté chrétienne. Ils vivent entre eux, tout ça. Bon, c'est assez particulier, honnêtement. Mais il était adorable, le monsieur. Et en fait, il nous a fait prier dans la voiture. Il a voulu qu'on prie dans la voiture. Pour rester. Mais nous, on l'a fait, hein. Vous voulez qu'il roule, nous, hein. On fait n'importe quoi. Moi, je prie tous les saints, hein, je m'en fous. Hein. Moi, j'ai même massé des pieds, moi, à des gens pour continuer à rouler. Hein. Tu as massé des pieds. Non, mais je te jure. Et toi, tu fais n'importe quoi. Et écoute, on est OK que quand tu montes dans une voiture, tu ne penses qu'à une chose, c'est de voir le drapeau rouge, hein, ce putain de drapeau rouge. Ouais, c'est un truc de fou. Hein. Tu penses qu'à ça, donc tu ferais n'importe quoi. Enfin, je veux dire, mais ce qui est dingue, c'est ce que les gens te donnent. Je dis, moi, franchement, le pire, franchement, alors, on pourrait croire que non, mais c'était en Afrique. En Afrique, les gens faisaient des kilomètres et des kilomètres pour nous amener au drapeau rouge, quoi. J'ai vu quelqu'un qui a posé une question en disant comment faites-vous pour faire du stop avec le caméraman? En fait, ce qu'on fait, on dit tout, mais on montre 3.
Mais voilà, Voilà. on fait C'est la toujours, technique. on fait toujours le stop pour 3 personnes, les gars. Et moi, j'ai fait un truc incroyable. Moi, j'ai fait le stop pour 5 déjà. Pour J'ai ça, ah fait- ouais, quand tu as les binômes, là. Ouais, alors, non, quand on a fait, on avait un handicap. On avait un handicap en Floride. Non, je dis des conneries. Non, en Louisiane, c'était. En Louisiane. On avait un handicap, c'était 2 footballeurs américains Ah putain, on a eu ça aussi. qui devaient venir faire le stop avec nous. Sauf que c'est le jour où on fait ça, c'est le jour du. Merde. Du Super Bowl. Du Super Bowl. C'est le jour du Super Bowl. Donc les mecs, ils étaient. Nous, on croyait que c'était un handicap, mais en fait, c'était pas un handicap, c'était un bonus. Parce que c'était le jour du Super Bowl, tout le monde était affolé de voir les footballeurs américains, habillés en combinaison, hein. Combinaison, casque et tout. Hein. Et en fait, les gens, ils croyaient genre que c'était des joueurs professionnels qui étaient en retard à un match. Donc, comme Ah, les c'est énorme. Ah, mais oui, Américains, ah, et les gens, c'est incroyable, les gens se rappellent de tout. Hein. on Les a gens, Marc, gagné. Ludo, t'as eu des basketteurs. Nous, c'était des basketteurs. En fait, c'était la même saison que toi. C'était à Miami, nous. Ah, voilà. Mais allez, vas-y, faire rentrer 2 basketteurs dans la voiture. Voilà. Et les footballeurs américains, ils faisaient 120 kilos chacun. C'était des armoires à glace comme ça. Mon autre chance, c'est que là-bas, aux États-Unis, il y a beaucoup de pick-up. Donc, on a pu grimper dans un pick-up. Et on a gagné l'étape avec le handicap. Ça, c'est énorme. Il nous a Ça, c'est apporté énorme. direct au drapeau, les personnes. Avec les Mais quand footballeurs américains. tu parles de handicap, moi, je pense que c'était pas un handicap, mais c'était vraiment une épreuve. Tu te rappelles l'épreuve des chèvres? Ouais. Avec Ah les chèvres. ouais. On a dû faire 17 km avec 4 chèvres. Ah, c'est chaud. Et là, et tu sais quoi? Ben, la vérité, elle est là. Ce jour-là, en fait, on perd l'étape. Donc la 7e étape, la 6e étape, on la perd. Et après, on a comme passager mystère Faustine Bollard, qui Ouais. nous fait gagner après, et après, on gagne tout. Et donc, par rapport aux chèvres, à l'épreuve du Pinatubo, on a demandé à la production d'arrêter nous-mêmes l'épreuve. Et la prod a dit, les gars, c'est une épreuve, tout le monde est arrivé au bout. Ils avaient des oranges en main, il y avait Fred et Jess qui avaient un cochon Ouais. d'Inde. Mais Enfin, un cochon, carrément un cochon. moi j'ai fait le Et stop donc, avec un cochon. attends, et nous, attends, je me rappelle. Et nous, les chèvres, à la fin, marchaient sur leur coude. Enfin, sur leur, tu vois. Et Le fameux coude de la chèvre. ouais, le fameux coude de la chèvre. Ça repartit, les gars. Les renards Les volants, renards, les les coudes chèvres. des Non, chèvres. toi, tu as une étable à la maison. C'est pas Mais possible. d'où elles coudent, les chèvres, hein, elles coudent. Hein. Vous, chez vous, en Belgique, les chèvres ont des coudes. Ouais, c'est ça, voilà. Mais ça, Ok, j'ai t'as compris, j'ai compris. compris. Elles marchaient, on les tirait comme ça. Et là, on a dit, on a appelé Thierry et tout ça. On a dit, les gars, écoutez, nous, on ne peut plus faire souffrir ces bêtes-là. On a mal, on avait trop mal. Et en fait, vu qu'on a arrêté l'épreuve, on a été éliminé de l'épreuve et on est parti 1h30 après les autres. Et je me dis, quand tu pars 1h30 en stop après les autres, Ah oui. tu l'as là. Hein. Tu es Ah oui, bien sûr. comme un lion en cage, prêt à surgir. Nous avec le cochon, notre cochon, si je me rappelle bien, je l'avais appelé Pedrouba. Donc, je sais plus, j'avais donné un surnom. Ou Doumé, je sais plus comment je l'avais appelé. J'avais donné un prénom corse au cochon. Et on devait faire le stop avec le cochon. Sauf que c'était un petit cochon. Ah, le stop avec le cochon? Ah oui, on devait faire le stop avec le cochon, en laisse. D'accord? Donc moi, j'ai une histoire là-dessus, vite fait. On est sur le bord de la route avec le cochon en laisse. C'est avec Julie et on est au Mexique. Ouais. Donc personne ne nous prend en stop. On reste 3 heures sur le bord de la route. Il fait 55 degrés. On est cramé, insolation et tout. J'en peux plus. Moi, je pète un câble, je jette mon sac par terre, je le prends un coup de pied, je dis, moteur, j'arrête tout. Je vais mourir ici, j'en peux plus. Julie me dit, non, continue et tout, tu vois. Enfin, Julie dit, ok, fais le stop toi toute seule, parce que nous deux, ça marche pas. Elle fait, Attends, je te coupe, mais il s'appelait Paul-Antoine? Paul-Antoine, voilà, c'est ça. Parce Tu vois, que les tu t'en gens, rappelles. je dis, qu'est-ce qu'il raconte, Paul-Antoine le cochon? Ouais, c'est ça, Paul-Antoine, ça s'appelait. Bravo, Anaïs, bravo, je vois Anaïs qui s'en rappelait, Bravo. Paul-Antoine. Il braillait comme un fou, le cochon. Et, j'ai dit, Julie, fais le stop toute seule. Parce que moi, avec le cochon, ça passe pas. Donc, Julie fait le stop toute seule. Bien sûr, un quart d'heure après, il y a quelqu'un qui s'arrête. Le mec, il s'arrête. Sauf que le mec, quand il s'arrête, moi, j'étais caché dans un buisson avec le cochon. Oh, Je putain, sors merde. du buisson avec le cochon, je fais, alors, il y a moi aussi dans la voiture. Je vois le mec regarder dans le rétroviseur. Et tu sais, dans le rétroviseur, moi, j'arrive en courant derrière le cochon et je vois le mec, il se décomposait. Il regarde dans le rétroviseur, il était comme ça. C'est genre, il va rentrer. Donc, on part en voiture avec le cochon. Écoute ça. Le cochon, il hurlait, le pauvre, dans la voiture. Mais c'est un bruit, ça me cassait les oreilles. Alors, je lui donnais à boire, je lui donnais à manger, le pauvre et tout, mais c'était pas ça, c'est juste qu'il avait peur, tu vois. Ouais, ça, voilà. Et à un moment donné, j'ai tellement peur que le chauffeur s'arrête, nous laisse sur le bord de la route.
le cochon, je lui serre un peu le museau pour qu'il arrête d'hurler, tu vois. Mais je lui fais pas mal. Mais t'es sûr qu'il ne voulait pas crier on the road again? Peut-être, je sais pas, mais je n'ai pas entendu. Mais je serrais un peu le museau pour qu'il arrête d'hurler. C'était insupportable. Ça me cassait les oreilles, tu vois. Et en fait, quand je serre le museau, au lieu que ça sorte par la bouche en criant, non, il a cagué, il a chié partout dans la voiture. Oh putain! Ouais, mais partout. Et donc Julie, le mec il conduisait, il ne voit pas. Et je dis, Julie, on a un problème. Je dis quoi? J'ai pas soin de la jette. Mais si tu veux, le mec il m'aura de rétroviseur. Et moi, j'ai essuyé doucement pour pas qu'il nous voie, parce que j'ai peur qu'il nous laisse sur le bord de la route. Il en avait foutu de partout. Ça puait dans la voiture. Oh putain de merde. Ah ouais, c'est terrible. Hein. Et le mec, il a été sympa, parce que le mec s'en est rendu compte. Hein. Il a ouvert les fenêtres et tout. Hein. Il a ouvert les vitres et tout. Hein. Il s'en est rendu compte, mais il n'a rien dit. Il a continué à rouler. Et il vous a amené jusqu'à Beauport ou pas? Il nous a amené au bout. Il était sympa, parce que moi, je prends un type en stop avec un cochon. Et le mec, il cague dans la voiture. Il y a tout le monde qui sort de la voiture, je te le dis. Hein. Ouais, déjà que les binômes, on ne sent pas très très bon non plus. Déjà que nous, on sent le coyote. On sent le vieux crapaud des îles Baléares. Toi, tu as toujours réussi à te laver chez les gens? Ou c'est arrivé de ne pas te laver? Ça m'est arrivé de ne pas me laver, non. Parce que ce qu'il y a, c'est que quand tu arrives chez les gens, déjà quand il fait noir, tu sais, nous au Kenya, franchement, si on s'est lavé au Kenya 5 fois sur les 50 jours. Arrête! Mais tu n'aurais pas. Hé, attends, au Kenya, tu arrives chez les gens, déjà, ils t'accueillent. Déjà, l'eau, elle est précieuse. Hein. L'eau est sacrée, ils t'amènent une petite bassine d'eau. Tu vas te laver en vitesse comme ça, comme un petit canari qui fait sa toilette. Donc, je veux dire, tu ne peux pas non plus prendre 45 litres d'eau pour toi, tu vois. Sûr, ouais. Du coup, des fois, on se lavait un peu comme les visiteurs, là. Hey, jolie mamie! Nous, avec Jean d'eau, pareil. Avec Jean d'eau, on s'est lavé dans une étable. On se lavait avec l'abreuvoir des animaux en Birmanie. Qu'est-ce que tu veux faire d'autre? On se lavait, on était contents. Hein. Nous, on se lavait juste dans les camps. Hein. On avait des bassines, on se lavait dans les camps. Hein, parce que sur Pékin, on peut prendre dans le sac du produit de lessive. La jette, produit de lessive. Quand tu avais pris du produit de lessive. Nous, on avait pris du produit de lessive au Kenya. Et on faisait des bassines d'eau avec Denis, tout ça, avec toute l'équipe. Pourquoi tu n'as pas pris du savon? Mais parce que je ne sais pas. Voilà. Mais écoute, on est belges, nous. Hein. Bon, que le mec, il a la possibilité de prendre un flacon. Je vais te dire pourquoi. Je me rappelle, parce que quand on a reçu la liste de ce qu'on pouvait pas et prendre de Pékin, c'était marqué produit de lessive. Et nous, on a compris poudre à lessiver. Oh, mais tu n'as pas pris de la jette de Color Stop aussi, non? Non. Non, du desktop pour être dans les pieds des gens. Non, mais c'est vrai. Produit vaisselle pour te laver, mais prends du savon direct. Ben oui, mais avec les vêtements et tout le bordel. Tu voulais faire la vaisselle chez les gens, quoi. Mais non, mais c'était pour les vêtements, parce que nous, on a des bassines. Et nous, attends, tu te rends pas compte au Kenya ce qu'on a vécu en Afrique noire, c'est un truc de fou. Moi, j'avais un petit flacon, moi, je lavais mes vêtements avec du savon. Bah oui, moi, je sais pas pourquoi j'ai pris la poudre à lessiver, en fait. Bon, écoute, ça marche aussi. Moi, j'ai lu sur la feuille poudre à lessiver. Voilà, tu as été, voilà. Moi, je me suis dit, voilà, je vais prendre mon temps de faire la lessive là-bas, tranquillos. Non, moi, là, tu me fais rire sur un truc comme ça. Nous, la première saison, on part avec Julie, on aura la liste. La production nous donne une liste de tout ce qu'on doit prendre. Enfin, ils nous conseillent. Après, on peut prendre autre chose. Mais... Ouais, mais après, de toute façon, ouais. Mais, et dans la liste, bon, à l'époque, je n'étais pas un grand aventurier. Hein, dans la liste, je vois sac à viande. Sac à viande? Ouais, sac à viande. C'est quoi ça? Je sais pourquoi ils me demandent de prendre un sac à viande. Et puis, je réfléchis, sac à viande. Mais moi, un sac à viande, je pense qu'ils me demandent de prendre un sachet transparent, zippé. Ah oui, un sac de commande pour les congélateurs ou quoi? Voilà, mais moi je pense que c'est ça qu'ils me demandent. Tu vois, je vais savoir. Je sais pas, toi. Et en fait, après, j'ai commencé à voir avec des gens qui font de la montagne, tout ça. J'ai dit, les gars, ils me demandent un sac à viande, c'est quoi? Quand ils ont compris que j'avais compris ça, ils éclatent de rire. En fait, un sac à viande, c'est comme un sac de couchage, mais en tissu très fin. Oh putain, ben oui, c'est ça. Et ça te permet de mettre ça dans. Si tu te couches dans un lit chez les gens, ça te permet de ne pas être en contact avec les draps. C'est ça, voilà. Sauf que tu es en contact avec les draps. Oui, quoi qu'il en soit. Je veux dire, nous enfin, même sans Pékin Express, la course, quand on a fait itinéraire bis avec Samuel, à Bornéo, le premier jour, on dort dans une guest house, parce qu'on a une carte illimitée, mais on voulait dormir comme Pékin Express. Je sais pas pourquoi. Faut être complètement con, mais voilà, je sais pas pourquoi. Bon. Voilà, chacun son truc. Et nous, on dort dans une guest house à 5,50 € la nuit. À combien? 5,50 € la nuit. Alors là, tu as dormi sur une brique.
J'ai dormi sur. Non, sans clim, il faisait 37 degrés. Sans Tu es un clim. malade. J'allais dans la douche d'eau froide, je revenais sur le lit, mouillé, avec Samuel. Il me faisait du vent avec son t-shirt, comme ça. Et moi aussi, on devenait fou. Le lendemain matin, Mais pourquoi vous avez fait ça? Je sais pas. Je sais pas. Attends, je sais pas. Écoute, Vous vouliez vous mettre en condition. ouais, attends, écoute, et pour te dire le truc, le lendemain matin, je me réveille, j'avais facilement 150 piqûres de puces sur les jambes. Ah oui. Je fais le reste, donc c'était Bornéo, Bornéo, Philippines. Arrivé aux Philippines, ça s'empirait. Je commençais à avoir carrément du pus dans les trous des puces sur mes jambes. C'est Le dégueulasse. médecin me dit, Ludo, je crois que tu as la gale. Eh oui, c'est la puce de lit. La gale. Le mec, il me dit, écoute, Ludo, on arrête tout de suite. Ton sac à dos, tu le laves. Tes Eh oui. vêtements, tu les jettes. On recommence tout à zéro. Je pense que tu as la gale. Le mec veut me donner des cachets pour la gale. Je dis, putain, s'il te plaît, non, attends, donne-moi d'abord un autre truc. J'ai bouffé par jour 3 Zyrtec. De nouveau, les Zyrtec, décidément. J'ai bouffé 3 fois 3 jours de antihistaminique. Ça diminue un petit peu, mais j'ai eu la peur de ma vie, mon gars. Pour te dire que quand même, quand tu dors dans des endroits, je trouve que c'est beaucoup mieux de dormir chez l'habitant que de dormir dans des guest house ou des auberges Ah de oui, jeunesse. les guest house, le problème c'est que tout le monde traverse, Les habitants, c'est sale. les habitants, où que tu ailles dans le monde entier, ils sont propres. Mais bien sûr qu'ils sont propres. Et leur maison, ils en prennent soin. Hein. Donc, Bien sûr, bien sûr. j'ai rarement eu. Bon, une fois, moi, au Mexique, on est tombé dans une habitation où les gens étaient un peu. Bon, c'était pas propre à la maison, tu vois. Et à un moment donné, on est assis, on discute avec les gens, et on est assis dans le salon. Moi, je suis assis sur une banquette. Et en discutant avec les gens, ils me traversent dans le salon un rat. Oh putain. Mais en discutant avec eux, tranquille, au calme, le rat, il a traversé le salon. Le rat, il était comme ça. Mais le rat, c'était un chat, tu vois. Il était énorme. Et sûr, j'étais gêné parce que les gens, je regardais le rat, je le regardais, et je dis, c'est normal, quoi. Et la femme, c'est ce qu'elle a fait, la femme. Elle me dit, bon, ce soir, vous allez dormir là. Je dis, ah, génial. Elle est partie dans la rue, elle a pris un chat, Hein? et elle nous a enfermé un chat dans la chambre avec nous, et elle nous a dit, c'est bon, le chat, il va s'en occuper. Tu rigoles. Et je te jure, en fait, son remède du rat, c'était le chat. Mais le problème, c'est que le rat était plus gros que le chat, je pense. Et donc le rat a tué le chat. Le rat a bouffé le chat. Et ça, c'est un truc de fou, ça. Elle a mis le chat pour tuer les rats dans la pièce. Ouais, C'est un truc de elle m'a dit, malade. tu sais, comme elle a vu qu'on avait eu peur et qu'on ne trouvait pas ça normal qu'il y ait un rat dans la chambre, elle a voulu bien faire. Elle a été prendre un chat dans la rue. Mais même c'est pas le chien. fou. Mais c'est fou. Elle Mais nous t'as des enferme le trucs. chat, elle nous enferme le chat dans la chambre. Mais t'as des trucs comme ça qui sont incroyables. Et moi, dans Pékin Express, c'est ce que j'adore. C'est les us et coutumes. C'est Ah oui. juste extraordinaire. Tu ne peux jamais oublier ça. Enfin, je veux dire, l'aventure qui est le voyage où tu découvres des paysages de dingue, mais, Ah oui. mais l'aventure des Et les locaux gens, les avec qui tu rencontres, partages, oh, mais c'est un truc de dingue. Tu peux jamais oublier ça. Et puis ça, je pense que ça, c'est vraiment ce que tu dis là, justement. C'est vraiment, quand tu commences à goûter ça, c'est une drogue. Et Pékin, tu as envie de le refaire à l'infini pour Bah ça. oui, c'est Parce à que- l'infini. Parce que voilà, il faut se dire une chose. Autant toi que moi, on pourrait se dire, bon voilà, la boucle est bouclée. Je veux dire, voilà, moi j'ai fait Non. 3, toi tu as fait 52 étapes. Mais on a qu'à faire Pékin, itinéraire. on a perdu tous les deux en finale, on a gagné tous les deux Pékin Express. On a envie de se dire, bon, la boucle est bouclée. Eh bien, non, non. Non. Mais tu sais, moi, je me rappelle toute ma vie. Hein. En 2013, quand on gagne la finale des champions, il y a Morandini, Jean-Marc, qui m'appelle au téléphone en direct à la radio et il me dit, est-ce que tu as fait le tour de Pékin Express? Je dis, écoutez, franchement, entre nous, 3 fois, on perd une fois, on gagne une fois et demie. Je dis, franchement, moi, c'est fini, Pékin Express, j'en ai assez. Bah, 4 ans après, itinéraire bis, on est reparti, French Tour, je suis reparti. Je veux dire, c'est tellement le partage qui est tout chaque fois différent. Addictif et tu sais que tu vas redécouvrir des choses. Moi, Pékin Express, j'ai fait 3 fois et à chaque fois que je l'ai fait, j'avais l'impression que c'était la première fois. Non, mais c'est pareil, pareil. Mais parce que les gens sont différents. Ah oui. Même moi, j'ai fait 2 fois les Philippines, c'était différent. Bah, bien sûr. C'est le partage, tu apprends des choses, c'est juste dingue. Tu vois, je pense à Manille, j'ai joué à un sport que jamais de ma vie j'aurais pensé que ça existait. C'est le sport, ça s'appelle la claquette conserve en français. Les gars, papier, stylo, vous avez noté? Alors, je récapitule sur ce live. Les chèvres ont des coudes en Belgique. Il fait du claquette conserve. Mais ça s'appelle autrement, mais je ne sais plus. En fait, si tu veux,
Non, non, mais non. Attends, le jeu, c'est simple. Tu mets des conserves à plus de 20 mètres par terre, comme, Ouais. comme le jeu du chamboule tout. Et avec ta claquette, tu prends ta claquette et tu lances. Comme ça. C'est le jeu le plus con que j'ai jamais entendu de ma vie. Mais je te jure, ben, on a joué à ça, c'était génial avec tes enfants. Mais c'est genre sport national. Il y a une ligue de la claquette là-bas ou quoi? Ah, bah écoute, je pense qu'il y a un championnat. On était dernier. Ouais, magnifique. Et Moi, les gens j'ai qui fait disent un encore. match- Ah, moi, j'ai fait un match de foot. J'ai joué au foot. Ça n'a pas été diffusé avec Jean Do. On était dégoûtés. On a fait un match de foot sur un lac flottant en Birmanie. ah, putain, ouais, c'est énorme. Un terrain flottant. Enfin, un lac flottant, je dis des conneries. On a fait un match de foot sur un stade flottant en Birmanie. Les gars, prenez un bic, les gars, un lac flottant. Alors, Je suis fatigué, je me suis levé tôt ce matin, je suis fatigué. Il nous reste exactement 2 minutes pour le Bamos Live Again. Bon, ah, c'est putain, régal. et les gens marquent encore, c'est un régal. Les gars, je vous jure, on lit vos messages et chaque fois, vous nous. C'est un Ouais. truc de dingue parce Non, que c'est très tellement sympa, on fait génial. ça avec plaisir. Vous connaissez l'aventure aussi, enfin, autant que nous et c'est un plaisir, quoi. C'est génial. Oui, Un donc, lac flottant, les gens se foutent de Oui, toi. ils se Un foutent lac de ma gueule. flottant. Non, les gars, je voulais dire sur un terrain de foot flottant sur le lac Inle en Birmanie. Voilà. Merci beaucoup tout le monde. Nous aussi, on vous adore. On a encore beaucoup de choses à raconter. On n'est même pas à 10% de ce qu'on peut faire. Non, et franchement, si on vous régale, ben, vous nous régalez aussi. Donc, on va continuer. Et continue à nous écouter et continue à nous regarder. Et Ludo, continue de nous parler de tes animaux imaginaires. Oh la vache, c'est pas possible, j'en peux plus. On adore ça. Je m'épuise. On adore ça. Et on va retenir les chèvres des coudes et les lacs Ouais. flottent. Et les lacs flottent. Sur celui-là, on va retenir celui-là. Ouais. Ben moi, décidément, j'ai fait un live hier soir. Je dormais au live. Et ce soir, je suis fracassé aussi. Mais bon, les gars, on revient en forme. Merci beaucoup. Poto, Ludo, je t'embrasse. Embrasse ton frère. Merci. Et Tout le monde, bonne soirée à tous et bisous à tous.